Je sors de l'hélico décolle derrière moi, et dès qu'il a décollé, déluge de feu, on se fait tirer dessus à l'arme lourde, à la Kalachnikov. Je choisis mes souffrances en fait. La guerre, c'est quand même le paroxysme de ce symbole. La guerre, c'est la sueur qui épargne le sang. C'est l'adage qu'on a dans les armées. Entraînement difficile, guerre facile. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Et bah c'est parti. Vers action, comme on dit. Salut Louis, bienvenue sur le podcast. Et Loïc. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. Très heureux que tu aies pu te libérer pour nous. C'est même un honneur. Je suis toujours épaté par les parcours de celles et ceux qui s'engagent sous les drapeaux. Et alors quand c'est des forces spéciales, personnellement encore plus. Donc vraiment un grand merci. Et c'est chouette qu'on puisse le faire. Alors on l'a pas fait le jour J, mais on le fait le lendemain. Hier c'était le 6 juin. Donc c'est chouette pour la symbolique aussi. Écoute, sans en dire plus, je te laisse te présenter, nous dire d'où est-ce que tu viens, ce que tu fais, et voilà. Ouais, ça marche. Moi, je m'appelle Louis Saillant, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'habite à Lorient, où j'ai travaillé pendant 10 ans pour les opérations spéciales, en tant qu'opérateur, puis chef de groupe. Là, je suis actuellement officier dans la marine, je suis capitaine. Et je continue à travailler pour la marine, plus pour très longtemps, mais voilà, je suis encore dans un statut d'active. Waouh, génial. Voilà. Et donc, force spéciale, plus particulièrement, tu es donc chez les commandos marines, comme Teddy, et d'ailleurs qu'on remercie parce que c'est grâce à lui qu'on a pu entrer en relation. Donc, peut-être qu'on peut commencer par ça. Alors, tu l'as dit, tu es encore d'active, donc il y a pas mal de choses que tu ne pourras pas nous dire, en tout cas pas dans les détails. Mais peut-être qu'on pourrait commencer par le commencement. Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans l'armée dans un premier temps et puis par la suite à bifurquer vers les forces spéciales? Alors moi, j'étais pas du tout prévu de rentrer dans l'armée. S'il y a un destin, eh bien moi, mon destin n'était pas celui de rentrer dans l'armée, clairement. Euh, Moi, j'étais pas très bon à l'école. J'ai eu mon bac ric-rac, je suis parti à l'université. Et par contre, ce que j'aimais bien, c'était travailler avec les enfants. Les jeunes, les adolescents et c'était les sciences. Donc du coup, je me suis orienté vers une licence de physique-chimie, dans l'idée de devenir prof. Ok, Voilà. Donc moi, je voulais être prof à la base. Donc on est un peu loin de ce qu'on peut effectivement. s'imaginer pour un jeune qui plus tard finira dans les forces spéciales. Moi-même, j'étais un peu loin, je pense. Et donc à l'université, il se trouve que j'avais pas mal de temps libre. Et donc j'en ai profité pour avoir un petit boulot à côté. Je logeais chez mes parents, donc c'était plus de l'argent de poche qu'autre chose. Euh, et du coup, avec cet argent de poche, j'ai pu me payer des vols en avion, en aéroclub, donc sur des petits avions. Et donc je raconte un petit peu ça dans le livre que j'ai écrit. Et, euh, et donc j'ai commencé par entrer dans l'aéronautique comme ça, donc un peu en loisir. Donc c'est l'aviation de loisir que je faisais. Et j'ai rencontré un instructeur dans ce club qui était un militaire bénévole au club. Et c'est lui qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, qui m'a dit, écoute, il y a des concours de l'armée de l'air qui sont ouverts aux jeunes pilotes qui viennent d'avoir le bac. Tente, tu n'as rien à perdre. Et moi, effectivement, j'étais j'étais complètement ignorant du fait qu'on pouvait passer des concours pour entrer dans l'armée de l'air dès le bac. Donc c'est ce que j'ai fait.
Genre, je me suis préparé, je me suis renseigné, je me suis préparé. J'étais très stressé à l'idée de passer un concours militaire. J'avais, je pense, comme tout le monde, beaucoup de clichés en tête, qui certains se sont révélés vrais et d'autres faux, on va dire. Et donc, du coup, voilà, je suis rentré, j'ai passé ce concours, j'ai réussi. J'ai pas fini ma licence, j'ai claqué la porte de l'université et je suis parti dans l'armée de l'air, où j'ai fait 3 ans comme élève pilote. J'ai passé mes diplômes de pilote professionnel. Et au bout de 3 ans, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais il manquait un truc. Et donc, alors ça, j'en parle rapidement, mais en réalité, ça a été un très long processus fastidieux, euh, qui était de dire, OK, je suis dans l'armée de l'air, je suis dans la voie, dans une voie qui est quand même très sympa, hein, celle de piloter des avions. Moi, je me destinais à l'aviation tactique, aux avions de transport, et je Ok. devais partir à Avord en transformation opérationnelle sur Xinglu. Là, à ce moment-là, j'étais à Cognac. J'ai fait Salon de Provence, l'école de l'air, puis Cognac, l'école de pilotage de l'armée de l'air. Et à la fin de mon module à Cognac, j'ai un cas de conscience. Je me dis, ce que je fais, je l'aime bien, mais je sens que je ne suis pas aussi doué que mes camarades. Je sens que je travaille 2 fois plus pour le même résultat qu'eux, alors qu'eux, bon, il y en a qui sont vraiment doués. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde dans la promotion, et il y a des mecs dans la promotion qui étaient vraiment doués, et donc je me comparais forcément à eux, et je me disais, ben, ça me gêne un peu. Ils ont l'air très forts, ils y arrivent, ils ont l'air d'avoir beaucoup de facilité, et moi, j'en ai pas beaucoup. Donc, du coup, ça me pose question, et puis surtout, on avait commencé notre formation dans l'armée de l'air, comme dans toutes les formations dans l'armée. Ça, c'est un truc qui est particulier dans l'armée. Quand on rentre dans l'armée, que l'on soit médecin, qu'on fasse chirurgien dans l'armée, qu'on fasse cuistot, qu'on fasse chauffeur, quoi, mécanicien sur un bateau, quel que soit le métier, on va faire ces classes et on va apprendre les rudiments, les fondamentaux du combat pour avant tout être un combattant. C'est le principe du militaire, savoir employer son arme, l'employer en sécurité, l'employer en groupe, ou à plusieurs tout du moins. Donc du coup, moi, je fais mes classes et pendant ces classes, là par contre, j'avais été très bon. J'avais été très bon et ça m'avait beaucoup plu, mais il y avait une espèce de boule d'enthousiasme, c'est-à-dire que comme j'avais été très bon, j'avais eu droit à un vol en Alpha Jet en récompense. Enfin bref, c'était tout un truc de fou. Du coup, je sortais de mes classes, ça s'était hyper bien passé. Je suis parti faire de l'Alpha Jet, j'étais comme un dingue. Bon bref, donc c'était vraiment, je planais quoi. Mais arrivé donc la fin de ce module de formation à Cognac, je commence à me dire, est-ce que finalement, là où j'ai vraiment été à l'aise et à ma place, c'était pas pendant cette formation initiale où on était sur le terrain, on crapahutait, on faisait du tir, on faisait la bagarre, tout ça, et ça j'étais vraiment bien dedans. Et donc du coup, voilà, gros cas de conscience, et je me dis, soit je continue, mais je trime, c'est difficile, et je ne suis pas 100% épanoui, soit je plaque tout et je pars toujours dans l'armée, puisque je sens que c'est là où j'ai envie d'être, et je pars faire un truc beaucoup plus physique. Donc, à ce moment-là, j'avais aucune idée d'où je devais aller. Donc, comme tout le monde, hein, je me disais les forces spéciales, aucune idée de ce qu'il y avait dedans. Moi, je connaissais que les reportages qu'on voyait à la télé. Enfin, voilà, moi, c'était le truc le standard, quoi. Il y a certains de mes copains, eux, c'est depuis qu'ils sont nés, ils savent que ce qu'ils veulent faire, c'est commando marine, c'est shooter ops, c'est machin. Moi, je n'étais pas du tout dans ce cas-là. J'arrive à ce moment-là, je me dis, bon, je veux faire du terrain, mais où est-ce que je vais? Et donc là, c'est encore un peu un concours de circonstances qui m'amène à me dire commando marine, puisque je suis dans l'armée de l'air. Et les seules forces spéciales que je connais, c'est les commandos marines, grâce à Marius et au reportage. Et donc, je me pose la question, mais j'ai aucune info. Sur Internet, il n'y a pas d'infos qui filtrent. Dans les centres de recrutement, ils ne nous expliquent pas. Et je connais personne, bien sûr, qui fait ce truc-là. Dans ma famille, il n'y a pas de militaire. Je suis le seul militaire. Enfin, voilà. Bref, donc du coup, c'est un peu... Donc du coup, d'un côté, je ne sais pas si tu vois, le truc, c'est quand même assez particulier. D'un côté, une voie un peu royale où ça se passe bien. Quand on est pilote dans l'armée de l'air, c'est plutôt confort. C'est très exigeant, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de professionnalisme. Mais si on rentre dans le moule, franchement, c'est top. Et de l'autre, un truc complètement inconnu, le noir absolu. Je rentre, je ne sais pas où je vais. Et j'ai aucune Mais quelque garantie. chose qui te fait dire que c'est peut-être ça qui t'attire le plus en fait. Mais il y a un truc qui me fait dire,
j'ai besoin de me tester. J'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin de me mettre en danger, de me mettre en déséquilibre. Et un jour, il y a une campagne de saut sur la base où j'étais. Donc, c'est un Transal, donc un gros avion transporteur de l'armée qui vient, qui pose sur la piste où on était, et qui largue des parachutistes, et qui reste là une semaine. Et pendant toute la semaine, il largue des parachutistes. Et là, c'était des parachutistes, c'était GCP de je ne sais plus quel régiment d'ailleurs. Donc, des groupements commando parachutistes. Donc, c'est des gars qui font de la chute libre dans les régiments parachutistes de l'armée de terre. Et les pilotes disent bon, bah, est-ce qu'il y a des mecs qui veulent venir avec nous pour voir? Moi, volontaire direct. Ils me mettent dans la soute. Dans la soute, je suis accroché avec une laisse à la carlingue. Donc, je deviens un espèce de chihuahua au milieu de ces mecs. Tous, j'avais l'impression tous hyper baraques, hyper taciturnes, avec un air très martial, tous équipés avec des flingues partout, des parachutes énormes, machin, etc. Et moi, j'étais là, regarder ça avec des grands yeux. Dans la soupe, j'étais là, et, oh, qu'est-ce qui se passe là? Et donc, on arrive, l'avion monte, on arrive en altitude, on ouvre la porte, la trappe, là, c'est le vide, les mecs, ils vont se jeter dans le vide. Moi, je suis comme un fou, je suis, mais qu'est-ce que c'est ce truc de fou? Et j'ai l'impression d'assister, d'être un peu au cirque. C'est-à-dire que j'assiste au cirque, un truc fascinant, éblouissant, et on me dit, ça, tu peux le faire si tu veux. C'est-à-dire que je me dis, il y a une voie qui. C'est possible de faire ça dans l'armée. Et là, je me dis, c'est-à-dire que moi, militaire, c'est-à-dire que je peux faire ça. Si je prends les bonnes décisions, les bons trucs, je peux faire ça. Et là, voilà, mon cerveau part en ébullition. Je me dis, non, mais c'est un truc de dingue, c'est génial. Mais bon, voilà, reste toujours la question, est-ce que les commandos marines, c'est si bien que ça? On se pose plein de questions. Comme beaucoup de jeunes, d'ailleurs, qui me contactent sur Instagram, sur Facebook et ailleurs, j'ai énormément de demandes de jeunes qui se disent, est-ce que c'est si bien que ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, bon, ben, ils se feront un avis peut-être avec ce podcast. Mais en tout cas, moi, j'étais comme eux. C'est-à-dire que j'étais dans l'obscurité. Et un jour, je croise un copain à moi dont le père était dans un régiment de force spéciale, le 13e régiment Dragon parachutiste, qui est aujourd'hui à Bordeaux. Et je croise ce gars-là, donc le père de mon pote, et je lui dis, écoutez, je me pose plein de questions. Je sais que vous êtes militaire, dans les forces spéciales, je crois, mais je ne suis même pas sûr. Le gars, il racontait pas ses missions ni rien, mais je le savais parce que les enfants le savaient. Et donc, je lui dis, bah, écoutez, moi, j'aimerais bien entrer chez Commando Marine, mais je ne sais pas si c'est bien, qu'est-ce que vous en pensez? Lui, il me regarde, il me dit, va chez les Commandos Marine. L'air très sûr de lui. Et je sens, et je connais ce gars-là, et c'est un gars qui était hyper bienfaisant pour moi, qui avait une super aura auprès de moi. Et je me dis, ok, s'il me dit ça, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Et donc là, voilà, je plaque tout. Je dis à mes parents, hop, j'arrête tout ce que je fais. Je finis mon diplôme. Donc, j'ai fini mes derniers examens pour passer mon diplôme de pilote. Et puis, j'appelle les gens de la marine et je leur dis, aidez-moi, je veux rentrer chez Commando Marine. Et donc là, très étonnamment, ça a été une leçon de vie pour moi. Quand on demande, je pense que les gens sous-estiment le nombre de gens qui répondent lorsque vous demandez. Quand on ose demander, quand on ose contacter des gens que l'on ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, en disant écoutez, j'ai besoin d'aide, je pense que les gens le sous-estiment, ils sous-estiment vraiment toute l'aide qu'ils peuvent avoir. Et donc, moi, je fais ça, mais auprès de capitaines de frégate. Donc, c'est les lieutenants-colonels, c'est mes. Pour donner un ordre d'idée, c'est mes N+5, quoi. Je contacte des mecs qui, dans ma hiérarchie, sont des N+5. Je les appelle au culot et je leur dis je me présente et je dis voilà, excusez-moi de vous déranger, mais vraiment, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas à qui m'adresser. Donc, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Et les mecs ont fait des pieds et des mains pour m'aider. C'est N+5, non, mais incroyable. Ils ont pris du temps sur un emploi du temps qui était hyper chargé. Je le découvrirai après, parce que après, je les recontacterai, je découvrirai l'envers du décor et que c'est des mecs qui sont hyper occupés. Mais il n'y a rien de tel qu'un mec hyper occupé pour vous aider. Si le mec est hyper occupé, c'est le mec le plus efficace qui soit. Il trouvera du temps, il se dépatouillera, il vous trouvera les 5 minutes, la bonne personne pour vous mettre en contact et pour vous aider. Et ça, je suis convaincu que c'est la même chose dans le civil. J'ai vu plein d'expériences identiques de gens qui disent. J'avais vu la dernière fois sur Internet des gens qui disent, je crois que c'était. Je crois que c'est Elon Musk. Ouais. Qui dit quand il était très jeune, il avait contacté le gars d'Apple qui était encore vivant. Steve Jobs. Steve Jobs.
il lui avait envoyé un mail en lui demandant un conseil et Steve Jobs lui avait répondu alors qu'ils n'avaient aucun contact. Et juste le fait d'oser dire écoutez, voilà, j'ai juste besoin d'un conseil sur un truc. Le mec, il avait pris les 5 minutes pour répondre parce que pour lui, finalement, c'était pas énorme. Alors que moi, dans ma position, typiquement, quand je me mets à la place de ce qu'était peut-être Elon Musk quand il était jeune, je connaissais rien, j'avais aucune idée, je savais pas où j'allais. Et ces mecs-là, ça devient des phares dans la nuit, quoi. Bref, donc voilà. Donc ça, c'était vraiment une expérience de vie. Et depuis, j'ai retenu la leçon. Et depuis, je n'hésite plus jamais à demander vraiment quand j'ai besoin d'aide et à m'adresser quand. C'est mon père. Mon père, il avait une façon de faire quand j'ai des amis qui venaient à la maison. Il faisait en sorte que quand j'ai des amis qui venaient, ils devaient avoir suffisamment d'audace et de politesse. C'est à l'époque, on n'avait pas les portables, etc. Il fallait appeler au téléphone et on tombait sur les parents. Et du coup, mon père était toujours un peu stoïque et il faisait un peu peur au téléphone. Et mes potes, on finit par découvrir qu'en fait, c'est en étant poli, mais en ayant un peu d'audace, un peu de courage, qu'en fait, ça passait tout le temps. Et mon père, il adorait. Parce que du coup, il disait, ah bah pas de problème, voilà, vous êtes présenté, vous avez demandé votre truc, il n'y a pas de problème, vous passe Louis et machin. Enfin bref, c'était vraiment drôle. Donc voilà, donc ça, c'était une drôle d'expérience, mais bref, ça m'est resté ce truc-là. En tout cas, si je peux, pardon Louis, mais c'est vrai que par rapport à ça, tu disais c'est sans doute pareil dans le civil. Alors à une bien moindre échelle évidemment, mais c'est vrai que moi je le vois sur le podcast, tu vois, oser demander. Quand on a lancé toute l'aventure Les Frappés, je m'attendais à ce qu'il y ait un taux de réponse des gens que je contacte parce que je connais pas. Enfin, nous on se connaissait pas avant de faire l'enregistrement. Je m'étais dit bon, si j'ai 20-30% qui me répondent, ce serait génial. Et j'ai des champions olympiques, des entrepreneurs qui doivent être, comme tu dis, hyper busy, qui me répondent et le taux de réponse c'est quasiment 80%. Tu vois, c'est incroyable. Donc je trouve que déjà, voilà, juste pour appuyer ce que tu dis dans le civil, c'est une super leçon. Demander. Exactement. Là, ce qu'on fait là tout de suite, là, ça en est la preuve vivante. Exactement, oui. Et tu es venu me demander, et moi je suis ravi de répondre aux sollicitations-là. Enfin, moi, je trouve ça génial. Donc, effectivement, voilà, grande leçon pour moi, et c'est une leçon qui restera pour le restant de mes jours, ça c'est clair. Oser, quoi. Oser, avoir l'audace. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de demander quand. Je pense que l'inconscient des gens est tellement énorme. C'est-à-dire que l'image mentale qu'on se fait de la question qu'on est en train de poser à la personne en face, l'image mentale qu'on s'en fait est tellement énorme qu'il y a énormément de gens qui n'osent même pas demander. Ils s'autofiltrent, ouais. Je pense que la peur, c'est le facteur numéro 1 dans l'inhibition pour les gens d'aller vers les autres. C'est vraiment énormissime. Enfin, moi, l'expérience que j'avais eue pour étayer un peu cette idée-là, c'était j'ai fait un peu de boxe quand j'étais plus jeune. Et je me souviens, ma première compétition, l'entraîneur demande en salle qui veut faire la compétition de dimanche, machin. Moi, je me porte volontaire et je fais le malin, bien sûr. Puisque on est au club, on est avec les copains, forcément, on dit bien sûr que je suis volontaire, etc. La semaine précédente, bien sûr, je suis absolument terrassé par la peur. Tout seul chez moi, je me dis mais pourquoi j'ai dit oui. Je vais monter sur un ring pour me faire tabasser, mais pourquoi j'ai fait ça. Arrivé la veille, j'ai l'estomac complètement noué. Vraiment, je suis pas bien. Et le lendemain, je me dis ok, je pars au carton, je me fais une montagne du truc, je me dis que je vais me faire éclater, etc. Mais je monte quand même sur le ring et j'y vais. Sauf que quand j'arrive dans la salle, je réalise que la moitié des compétiteurs sont absents. Et là, je me dis, il y a un truc grave qui s'est passé. Enfin, voilà, c'est vraiment inhabituel. Et je vais voir mon entraîneur. Et mon entraîneur, il me dit, non, c'est normal, en fait. Toutes les compétitions, c'est comme ça. Wow. Et oui, toutes les compétitions, c'est comme ça. Parce qu'on connaît toutes les compétitions, les grandes compétitions olympiques, les compétitions nationales, etc., où les champions, enfin, on ne voit jamais un champion ne pas se présenter à son combat. Surtout quand c'est des combats baptisés, forcément, les mecs sont toujours là. Mais en amateur, je pense que les gens seraient étonnés du nombre de gens qui s'inscrivent mais qui ne viennent pas à leur combat, ne serait-ce que par peur. Et Tyson, il a dit cette phrase, Tyson qui a une histoire, je trouve très intéressante. Mike Tyson, donc champion du monde à toute catégorie poids lourd, enfin toute fédération poids lourd à 20 ans, le gars explique, dans une interview, il s'adresse à la caméra et il dit « Vous avez essayé et vous avez foiré, eh bien félicitations, la plupart des gens n'essaient même pas. »
Et ça, j'en suis absolument convaincu pour refaire le parallèle avec cette histoire d'oser demander aux gens, etc. La peur, c'est le premier inhibiteur qui fait en fait, on se dit ça va pas le faire, donc je demande même pas, en fait. Alors que finalement, la plupart du temps, on risque pas grand-chose. On a toujours quelque chose à gagner, à demander, à oser Clairement. faire une demande structurée. Alors que, mais je pense que les gens se font une montagne absolument énorme. Je pense que typiquement, je suis désolé, on dérive un petit Non, peu, mais mais le sujet est intéressant. Les filles, par exemple, ne se rendent pas compte de la difficulté, de la trouille qu'elles inspirent aux mecs quand il s'agit de demander leur numéro. Je pense que les filles ne se rendent pas compte, en fait. Je pense qu'elles se sentent. C'est une grande moyenne que je fais. Hein. Il y a bien sûr des cas isolés, mais la plupart des filles ne se rendent pas compte, mais la plupart des mecs sont complètement tétanisés quand il s'agit d'aller aborder une fille, surtout si elle est attractive. Plus elle est attractive, plus les mecs sont absolument tétanisés d'aller voir une fille, ne serait-ce que pour lui demander son numéro. Il y a des clubs aux États-Unis, il y avait il y a toujours des espèces de fraternités de mecs dans les universités américaines. Et une des épreuves pour entrer dans la fraternité de mecs, c'était d'aller obtenir 10 numéros de téléphone dans la rue. ok. On peut se dire que c'est complètement puéril, c'est complètement absurde. Et effectivement, il y a un côté un peu puéril. Mais l'exercice est hyper intéressant. Parce qu'aller obtenir 10 numéros de téléphone à des inconnus dans la rue, Ouais. franchement, c'est une sacrée épreuve pour la plupart des Ouais. gens. Il y a peu de gens qui ont suffisamment d'aisance orale, qui sont assez confiants, qui ont assez confiance en eux pour oser surmonter cette peur-là d'aborder une fille et de lui demander son numéro. C'est énormissime. Enfin bref, voilà. Donc, petite digression, mais bref, c'était intéressant. Enfin, moi, en tout cas, j'avais trouvé ça intéressant à cette étape-là de ma Ouais. vie. Et enfin, donc, j'arrive à Lorient, après pas mal de magouilles administratives, et je rentre dans la marine. La marine m'intègre généreusement, et je fais mon brevet d'aptitude technique à Lorient. Donc là, Donc, t'avais quel âge? moi, à ce moment-là, j'avais 23 ans. Ah ouais, ok. Je suis rentré dans l'armée à 20 ans, dans l'armée de l'air à 20 ans. 23 ans, je rentre, je présente mon BAT fusil marin. Dans la foulée, donc c'est un BAT qui dure, je ne sais plus combien de temps ça dure. Je crois que c'est 6 mois. Ensuite, il y avait le stage co 2 mois. Et ensuite, on est dans le grand bain. On part en unité. Bon, et là, c'est la vraie vie. Et donc moi, j'arrive au BAT et je refais mes classes. Donc, c'est des classes à peu près classiques avec des éléments en plus, puisqu'on devient un chef d'équipe. Donc, on nous apprend à gérer un petit groupe de bonhommes, on nous apprend la tactique, on nous apprend pas mal de trucs. Et là, bon, là je sens que là, je suis vraiment à l'aise. C'est vraiment mon truc. En tout cas, moi, je suis vraiment épanoui. Donc, je m'installe, je m'ancre un petit peu à Lorient et je pars après mon stage. Enfin, je pars après mon BAT, présenter le stage commando. Euh, Le et donc, on fameux. est quelques-uns voilà, de mon BAT à présenter. Donc, on restera un petit groupe très soudé pour présenter le stage commando. Donc, le stage commando, c'est Lorient, pendant 2 mois à peu près, avec des présélections. Donc, les présélections, c'est ce qui est crème le plus dans le stage co. Alors, peut-être que vous l'avez déjà abordé avec Teddy, je sais pas. On en avait un petit peu parlé, on en a pas mal parlé même avec Teddy, ouais, mais c'est intéressant parce que je crois qu'entre Teddy et toi, c'est-à-dire qu'il est sorti quand toi t'es rentré, il me semble, à peu Ouais, près. et après, ce là parce que moi, je l'ai côtoyé en tant que. Lui, il a changé de spécialité, Teddy. Il est passé moniteur de sport, comme il était très porté sur les sports de combat. Et du coup, moi, je l'ai côtoyé en tant que moniteur de sport de combat. Ok. Ouais, donc, mais ouais, donc on en avait parlé du stage co, mais ça serait intéressant de voir, bah, justement, est-ce que c'est des choses qui évoluent ou pas du tout? Moi, de ce que Alors, j'avais cru comprendre, ça n'a pas bougé depuis un petit moment. En tout cas, la ouais, façon, comment est-ce qu'on dit? La rusticité des épreuves, justement, c'est volontaire, le fait que ça bouge pas trop, mais je serais curieux de savoir comment ça s'est passé pour toi, parce que c'est un peu la seule partie de la sélection commando qu'on voit. Je sais pas si on pourrait vraiment dire qu'on le voit, mais peut-être qu'on se fait une vague idée de ce à quoi ça pourrait ressembler à travers les reportages, tu vois. C'est un peu le seul truc. Tu parlais du documentaire de Marius. Voilà, après tout le reste qui se fait en opération, etc., pour les civils, c'est complètement l'inconnu. Donc, je ouais. serais curieux de savoir à quoi ça ressemblait pour toi. Ouais. Alors, le stage co, je pense que c'est un bon format.
c'est pas quelque chose qui est usurpé. C'est-à-dire que toutes les souffrances que l'on endure au stage co, c'est pas des souffrances usurpées, c'est pas une escroquerie. C'est vraiment nécessaire. Ça nous permet déjà d'avoir un processus de sélection. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne correspondent pas à ce qu'on recherche en produit final. Donc eux, ils vont quitter l'aventure au fur et à mesure de l'avancée du stage commando. Et puis, même pour les gens qui restent, ça reste une épreuve collective, mais surtout individuelle, puisqu'on va être amené dans des retranchements qu'on ne peut pas expérimenter en dehors du stage co. On ne peut pas expérimenter le niveau sanitaire qu'on peut nous imposer au stage co, le degré d'exigence physique, morale et mentale. Il n'y a aucun endroit au monde où on peut avoir un encadrement qui est là présent pour nous offrir un cadre où on peut aller dans de telles extrémités. En sécurité. En sécurité. C'est-à-dire que on en avait parlé avec Teddy dans un podcast et il avait évoqué un gars qui était complètement ensanglanté, qui avait pris un coup à la tête et qui allait voir les instructeurs du stage commando et qui leur avait dit bon ben voilà, je suis blessé. Et en fait, jusqu'au stage commando, à chaque fois dans sa vie où on a un bobo, en fait, on va voir sa maman, on va voir sa copine, on va voir on appelle les infirmiers, on appelle les médecins et on leur dit oh là là, j'ai un bobo, vite, vite, il faut me soigner, il faut que j'arrête l'activité en cours et il faut me soigner. Et c'est la réaction qu'on attend naturellement. Et c'est une réaction d'empathie normale. Sauf que quand on arrive au stage commando, on arrive face à des gars qui ont un béret vert et une veste anglaise. On leur présente notre bobo plus ou moins grave. Alors généralement, c'est assez grave parce qu'on connaît les attendus, donc on sait qu'on ne peut pas y aller pour des petits bobos. Donc on arrive la tête ensanglantée, il raconte cette anecdote. Le gars se rend à l'instructeur et l'instructeur, au lieu de lui dire oulala, va vite te mettre de côté ou va trincer ta plaie ou machin, il lui dit est-ce que tu veux continuer? Le gars a la tête ensanglantée. Et ça, il y a nulle part ailleurs qu'on voit ça. Moi, j'en discutais avec un collègue l'autre jour qui m'a raconté, il était en formation donc à Lorient, à l'école des fusiliers, et donc il y a une infirmerie, bien sûr, il y a un centre de soins où il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des aides-soignants. Et un jour, il avait une blessure au genou. Et donc, il faut savoir que le centre de soins, c'est le centre de soins des fusiliers marins, mais aussi des commandos. Donc, ils ont un profil un peu particulier, les gars, dans le truc. Et donc, il arrive en boitant du genou, avec une béquille, et il dit bon, voilà, j'ai mal au genou. Et il me raconte le gars en face, donc un infirmier, il le regarde, il ne dit pas un mot, il prend un gobelet dans lequel il verse de l'eau, il le regarde, il prend un sucre, il met le sucre dans l'eau, il le touille avec une cuillère, il lui donne à boire, toujours sans dire un mot, et il lui dit vas-y, bois. Donc mon camarade, là, il boit, sans trop comprendre, puis il le regarde et lui dit ça va mieux? Et là, mon camarade, il dit il n'avait pas besoin de dire plus, j'avais compris. J'ai posé le verre, j'ai fait merci, ça va mieux, et il est reparti. Il a compris que sa blessure ne valait pas le coup. Ouais. Mais voilà, le coup du sucre touillé dans l'eau, tiens, voilà, ça va mieux, ça c'est quand même un truc. La fameuse, tu sais, c'était quoi l'expression de Marius, de la dopamine ou qu'est-ce qu'il disait? Du Motivex. Moraline, c'est ça. Motivex. Ça. Ouais. C'est un peu ça, voilà. Et donc, du coup, on se retrouve confronté à des mecs comme ça, quoi. Et on se rend compte que là, s'il devait y avoir une définition matérialisée de sortir de sa zone de confort, je pense que ce serait ça. Se faire un bobo et continuer à courir sur son bobo. Continuer à escalader malgré son bobo. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulier. Se dire, OK, là, je suis plus dans les conditions nominales, mais il va falloir que j'aille au-delà. Quand on doit faire une analogie, souvent avec le niveau sportif des commandos marines, nous, on nous parle de Formule 1. Mais souvent, ça, c'est un exemple qui est souvent repris parce qu'on dit on ne cherche pas des Formule 1. On ne cherche pas des mecs qui soient vraiment très bons dans un domaine parce que les Formule 1, c'est fragile. Ils disent nous, on veut des 4x4. On veut des mecs peut-être qui ne feront pas un temps de Formule 1 sur la piste de Formule 1,
mais ils pourront sortir du circuit et ils pourront aller rouler dans un champ. Ils pourront traverser le champ. La Formule 1, elle ne traversera jamais le champ, parce qu'elle n'est pas capable. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils cherchent, en fait. Donc c'est d'avoir des mecs qui soient résilients et qui soient polyvalents. Et donc c'est ce qu'on éprouve un peu au stage commando dans ces conditions. Donc on a décrit un petit peu. Donc on a toute une série d'exercices, donc des parcours, et bien sûr on voit des trucs, moi que je verrais nulle part ailleurs, hein, des mecs qui tombent dans les rangs en hypothermie, des mecs. Je me souviens d'une histoire que je raconte dans le livre, mais qui était assez édifiante pour moi. Un gars qui était énorme, qui faisait 1m90 il faisait 110 kilos, c'était un monstre. Et le gars, à un moment, on était confronté à une épreuve qui, sur le papier, n'était pas grand-chose. Sur le papier, on devait aller au bord de la cuve, donc qui est un grand bassin d'environ 30 mètres de diamètre, mais de nuit, et on devait sauter d'environ, on est à 5 mètres, peut-être 6 mètres de haut, et on doit sauter d'une margelle qui est à 6 mètres de haut dans l'eau noire, du coup. Donc ça, sur le papier, ça paraît hyper simple, mais ça, c'était une épreuve insurmontable pour lui. Pour cette espèce de Goliath, je me suis dit, mais c'est trop bête. Un gars comme ça, énorme, on dirait une force de la nature, et ce tout petit truc tout bête, il n'était pas arrivé à le faire. Il a dit, moi, je ne peux pas, en fait. Il y avait, bien sûr, l'accumulation, hein, la fatigue, le mental qui était usé, on est stressé, on est angoissé en permanence, on est mis dans des conditions psychologiques qui sont assez particulières, puisqu'on n'a pas de montre, on ne connaît pas le programme. Donc on ne sait jamais ce qu'on va faire dans la soirée, dans la nuit, le lendemain, dans l'heure qui suit, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ça nous met dans une espèce d'état d'instabilité qui fait que notre monde s'arrête à maintenant et les 2 minutes qui vont suivre. Maintenant, mon état de santé à moi, mon état de fatigue de mon copain, les 2 minutes qui vont suivre, et c'est tout. C'est tout mon monde. Mon monde est circonscrit là-dedans. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas de après, c'est maintenant tout de suite là. Et c'est instantané. Et l'instructeur, c'est la figure tutélaire qui nous ouvre la voie, qui nous dit prochaine épreuve, c'est ça. Poum. Et là, mon monde se circonscrit maintenant autour d'une nouvelle épreuve. Mais c'est tout. Tout est focalisé sur l'épreuve. Et c'est comme ça. Et alors moi, c'est comme ça que je le vivais, c'est épreuve après épreuve. Puisque de toute façon, on ne pouvait pas se projeter. Donc c'était OK, maintenant, c'est cette épreuve, il faut que je la réussisse. Et il faut arriver, en tout cas, à se mettre suffisamment d'enjeux pour donner le maximum dans l'épreuve intelligemment, pour surmonter le petit bobo, le fait qu'on n'ait pas dormi, toutes ces petites choses-là, quoi. C'est super intéressant parce que j'ai l'impression, enfin c'est ce que tu décrivais, mais que c'est l'intensité, l'enchaînement, etc. font que quelque part tu peux plus rien cacher. Tu vois, tu donnais cet exemple du grand costaud d'1m90. C'est super intéressant de voir que voilà, il y a ça qui est ressorti, tu vois, à un moment donné. Et peut-être que si on l'avait pris dans d'autres conditions, tu vois, 2 jours au bord de la plage en vacances, voilà, là, ça serait passé. Mais qu'il y a eu ça qui est ressorti. Et je trouve que c'est super intéressant parce que ça vient peut-être un peu à l'encontre d'une croyance qu'ont certaines personnes qui sont pas forcément familières du format ou tu vois, de ce que les commandos cherchent, pour dire, bah voilà, c'est pas que des tas de muscles en fait, bien au contraire. Et la sélection, elle se fait aussi sur le plan mental et moral, et la capacité, tu vois, à continuer à avancer au fil des épreuves. Donc, super intéressant. Et sur ce que tu disais par rapport à ton monde qui s'arrête, tu vois, à l'épreuve suivante, ça me fait penser à, je ne sais pas si tu l'as lu, mais dans son livre, Marius, il parle d'une des épreuves aussi où ils sont, alors je crois qu'ils sont en France, de mémoire, ouais, ils sont en France, dans un coin un peu froid, un peu pelé, et en fait, sur quasiment un chapitre entier, il raconte son espèce de combat intérieur quand il finit par bouffer une tablette de chocolat à un copain à lui. Ah ouais. Ah ouais. Et que Ah, mais c'était ça, le truc, il s'en est voulu des années jusqu'à ce qu'il le recroise et qu'il finisse par lui avouer, tu vois, la honteuse action de lui avoir bouffé sa tablette de chocolat pendant le stage, quoi. Dans ce stage, on est amené à des extrémités qu'on ne ferait pas en temps normal. Et une épreuve, je me souviens, il y avait une faute collective. C'était pas une épreuve, c'était une sanction on nous avait donnée suite à une épreuve collective. On devait prendre tout notre barbare et faire un sprint tout autour d'un ensemble de bâtiments. Et
donc, l'action est donnée, on doit réagir vite, donc on enfile tous nos affaires et on part, on commence à courir. Et j'en vois 2 du coin de l'œil qui, au lieu de faire tout le tour de l'ensemble des bâtiments, coupent en passant au milieu de certains bâtiments. Et les gars donc s'économisent en courant un tout petit peu moins, mais c'est absolument ridicule. Ils économisent 20 mètres de course à pied. Bon, 20 mètres avec le gros sac, etc. Donc c'est quand même éprouvant, mais c'est que 20 mètres finalement. Ils arrivent de l'autre côté, ils rejoignent le reste du groupe, et je les attrape par le col. Je me souviens très bien. Je l'attrape par le col, le gars. Je savais pas qui c'était. Parce que pour le coup, on n'a pas, pendant le stage co, on n'a plus de nom, on n'a plus des numéros. On a juste un numéro. Donc, je connaissais juste ton numéro. Je l'attrape par le col et je lui dis, tu recommences ça et je t'éclate. Le gars, je l'ai vu dans son regard. Il était un peu soupçonneux et je lui dis, je vais sortir du stage, je te retrouve en commando et je t'éclate. Je l'ai remis dans le rang. On a continué, on a refait. Il n'a plus jamais triché. Ce gars-là a eu son béret vert. Je l'ai retrouvé en commando. Et au moment où on s'est serré la main, ça faisait, ça faisait peut-être 2 ans qu'on ne s'était pas vu. J'ai vu dans son regard qu'il se souvenait très bien. J'ai fait mine de rien parce que c'était passé, c'est du passé et c'est comme ça. Mais j'ai très bien vu dans son regard qu'il a eu un moment, il s'est dit, oula, ah tiens, je me souviens de ce qu'il a dit. Et je pense qu'il se souvient très clairement, très exactement de ce que j'ai dit, et parce que moi je m'en souviens exactement. Et c'est ces moments-là où en fait on se rend compte des extrémités où on est poussé. C'est des 20 mètres de course à pied, on s'en moque. Bon, finalement, que le gars il est un peu coupé dans les coins, bon voilà. Et sur le moment, pour nous c'était essentiel parce que s'il se faisait toper, c'est tout le groupe qui allait croquer pour lui en fait. Et donc pour moi c'était intolérable que lui il fasse une sanction qui nous pénalise à nous tous. Bref, donc du coup, mais pour dire, et je pense qu'aujourd'hui, je le recroise encore, le gars a même réaction. Je le sais. Il n'est pas en confiance quand je suis là. Quand on se croise, je sais qu'il n'est pas en confiance, il n'est pas bien. Mais parce que je sais, et on le sait tous les deux, il ne sait pas grand-chose, mais ça reste. Enfin, c'est. Ouais. Je pense que voilà, je peux le croiser dans 40 ans, on aura la même réaction tous les deux. J'aurais l'air de dire, je sais ce que tu as fait, et tu sais très bien que je sais que tu sais que je sais. Enfin bref. Excellent. Mais voilà, c'est des trucs qui restent, mais c'est poussé à un paroxysme fou. Alors qu'aujourd'hui, moi je suis pas du tout, je suis pas du tout sanguin. C'est pas du tout le genre de réaction que je peux avoir aujourd'hui avec quelqu'un. Par exemple, dans la circulation sur la route, je suis pas du tout sanguin. Donc on peut me couper la route, bon, ça m'énerve un peu, mais voilà, je vais pas déclencher une course poursuite ou quoi que ce soit. Mais là, ça m'avait vraiment poussé à une extrémité qui est restée finalement et dont le souvenir est resté en tout cas très fort. Intéressant. C'est aussi un bon apprentissage, j'imagine, parce que ce niveau d'intensité qui te pousse à des extrémités, c'est peut-être aussi par la suite ce que potentiellement tu retrouves en opération. Donc c'est aussi intéressant de voir comment chacun réagit dans ces cas de figure. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est ça. On voit la vraie nature de certains. Comment il s'appelait? C'est Carl Jung, qui parlait, donc c'était un psychanalyste, et qui parlait de ce qu'on appelle la persona. Et la persona, c'est une espèce de figure que l'on se donne en société, en fonction de la personne avec qui on est. Donc on sera plutôt à l'aise en famille, on aura l'air plutôt peut-être conciliant en entreprise, au travail, etc. Enfin, et donc tout ça, Jung, ça avait un nom particulier, un peu comme un masque que l'on enfile en fonction des situations, sauf que ça prend un peu d'énergie d'avoir ce masque-là, de l'enfiler correctement au bon moment. C'est un peu comme quand on joue aux jeux vidéo avec un copain et que d'un coup le téléphone sonne et c'est le patron. Et donc du coup, entre copains, on ne parle pas de la même manière qu'on parle à son patron. Donc quand on décroche, hop, on va changer de masque et on va en mettre un autre pour. C'est une bonne image. Voilà. Et donc du coup, ça demande quand même un effort. Au stage co, on n'a plus d'énergie. Tout est consommé et donc on n'a pas l'énergie
d'enfiler correctement ce persona, et parfois on se laisse aller à une nature un peu plus profonde, en tout cas, qui se révèle, qui fait surface un petit peu. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on voit un petit peu, on touche un petit peu à la personnalité un peu profonde de certains mecs. Et c'est là où moi j'ai vu des mecs briller et qui aujourd'hui font partie de mes idoles, vraiment des mecs que j'admire vraiment, parce que je les ai vus au fond du trou, j'ai vu comment ils réagissaient au fond du trou. Et j'ai dit, ok, toi t'es vraiment un mec à part, quoi. Enfin, on voit vraiment, donc on voit le pire, on voit ce mec qui triche pour 20 mètres, enfin, voilà, et on voit des mecs qui sont prêts à tout sacrifier pour leurs collègues, quoi. Et ça, moi, ça m'a absolument sidéré. Et donc, c'est quelque chose qui est assez beau. Et donc, en opération, effectivement, quand on part, on a plutôt tendance à choisir le gars qui a Ouais. l'air ignoré. On se dit, bon, bah, lui, c'est une Ouais. valeur sûre. Et effectivement, c'est des gars qui ont des personnalités incroyables et avec qui c'est un absolu plaisir de travailler. Et il y en a plein, enfin, c'est génial. Tu aurais un exemple peut-être assez concret, voilà, sans nous dévoiler des détails que tu peux pas partager, mais d'une de ces situations où tu as vu un gars au fond du trou et qui pour toi, du coup, en termes de réaction, a clairement brillé. Ouais, c'est une anecdote que je raconte dans le livre. C'est un mec qui est tireur d'élite. Donc, c'est un bon copain et il a fait. Donc, il y a eu une mission. La mission, c'était de reconnaître une zone particulière au fond du Sahel. Et donc, pour être projetés là-bas, les gars sont projetés en avion et ils sont largués en parachute. Donc, ils ont une infiltration sous voile, on appelle ça. Donc, ils sortent de l'avion en pleine nuit, donc ils survolent en pleine nuit, ils sortent de l'avion, tombent en parachute et ils arrivent au sol. Sauf que lui, il se retrouve par un coup du sort, isolé du reste du groupe, qui est censé être à peu près au même endroit, euh, atterrir à peu près au même endroit. Lui, il se retrouve à dériver sur 6 km. Donc 6 km en infiltration, c'est énorme, hein, c'est à peu près 2 heures d'infiltration, 6 km. Et en zone hostile, et il se retrouve tout seul. Et donc, il commence à faire son atterrissage. Et donc, à l'atterrissage, donc il voit bien l'altitude qui décroît, il voit bien qu'il est loin, il se dit, bon, bah là je suis tout seul, ok, je suis tout seul sur ce coup-là. Et il arrive au sol, en fait, avec la lune qui était pleine, il y a eu une espèce d'ombre qui l'a surpris dans les rochers, et en fait, du coup, il a complètement raté son atterrissage, il s'est abîmé assez fort, il a impacté le sol à l'atterrissage, donc ça a été un atterrissage très brutal. Une bonne partie de ses équipements sont hors d'état. Les lunettes de vision nocturne qu'il avait sur la tête sont hors d'état. Sa radio ne fonctionne plus. Il a encore son flingue, il a encore ses munitions, son sac. Et il est tombé, donc il a eu un impact au sol, donc il est tombé inconscient un tout petit moment. Il se réveille, il se rend compte qu'il est tout seul, toujours tout seul, au milieu de nulle part, en zone hostile. Il se dit, bon, très bien. Il rassemble ses affaires, il rassemble son parachute, sent qu'il a une douleur à la jambe, mais il dit, de toute façon là, j'ai pas le choix. Et j'ai mes collègues qui comptent sur moi, en fait. Quand on est tireur d'élite, on est les tireurs d'élite, ils ont des fusils de précision. Les fusils de précision, c'est des armes d'appui. Donc, c'est des zones, c'est des personnels qui doivent couvrir des zones pour protéger une opération. Donc, on les voit quand il y a des événements présidentiels, par exemple, on dit qu'on met des tireurs d'élite en haut des immeubles, etc. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils couvrent des zones, ils surveillent des zones, et ils sont là, ils peuvent protéger des personnalités, ils peuvent protéger des groupes. Et donc lui, c'était son job. Et il dit, si je suis pas là, si je suis pas à l'opération là, en fait, il y a toute une partie de l'opération où les gars ne seront pas protégés. Ou tout du moins, ils auront une protection hyper faible parce que moi, je ne serai pas là. Donc, je ne pourrai pas protéger la zone que je devais protéger. Et donc, ni une ni deux, il ramasse son flingue, il le met sur l'épaule, et il se met à courir pendant 6 bornes au milieu de nulle part, en zone hostile, de nuit, sans radio, et avec une jambe très douloureuse. Il ne sait pas ce qu'il a, de toute façon, il n'a pas le choix. Donc il se dit, bah, jambe, pas jambe, tant pis, il faut que je cours. Donc il se met à courir. Et il a environ un flingue qui fait à peu près 5 à 10 kilos sur l'épaule. Il a environ allez, 30-40 kilos d'équipement sur lui. Wow. Et il est en train de courir. Il court 6 km.
Il arrive sur zone, il rend compte qu'il est présent, qu'il est en bon état, et il prend son appui pour l'opération. L'opération se passe. Grâce à lui, l'appui est pris. Tout le monde est là. Ils peuvent reconnaître la zone. La mission se passe bien. Il rentre, il monte dans l'avion, et lui, il s'effondre de douleur. Et il ne peut plus marcher sur sa jambe au moment où il remonte dans l'avion. En fait, il a une rupture des 2 ligaments croisés. Waouh. Il rentrera sur base, on lui fera une écho, on lui fera des trucs, et du coup, il sera en béquille pendant. Enfin voilà, la jambe immobilisée, et pendant 1 an, je crois, il n'a pas pu bosser parce qu'il était immobilisé. Jambe immobilisée. Punaise. Donc le mec, il s'est tapé 6 bornes de nuit avec 40 kilos sur le dos, à minima, avec une rupture des 2 ligaments croisés de son genou. En termes de résilience, Waouh. Ouais, c'est clair. C'est ça, clair. c'est des histoires. Ce que je raconte là, c'est une histoire qui sortira jamais nulle part. Parce que ce mec-là, c'est monsieur tout le monde. C'est monsieur tout le monde. Vous le croisez, c'est un père de famille qui adore ses gosses, qui adore faire des conneries avec ses gosses, qui adore passer du temps avec ses voisins. C'est un mec tout simple, mais vraiment tout simple. Sauf que ce gars-là, c'est un putain de héros. Et personne ne le saura jamais. C'est vraiment une très très belle histoire. Je ne pensais pas que tu allais nous parler d'une histoire déjà en opération, mais enfin, c'est encore plus édifiant, je trouve, parce que justement, il y a toute la dimension. Voilà, on est hors cadre là. Tu vois, c'est plus le cadre rassurant rassurant, même si c'est un cadre extrême, mais c'est plus le cadre du stage. Là, c'est en opération, quoi. Donc, punaise, c'est impressionnant. Et ben, alors, j'ai pas forcément. Des histoires comme ça, il y en a plein l'armée. Sauf que les mecs, c'est souvent, enfin moi, toutes les histoires que j'ai entendues, à chaque fois, c'est des mecs hyper humbles, hyper simples. Quand on leur demande, putain, t'as pas eu peur, machin, les mecs sont là, bah, de toute façon, je pouvais pas lâcher les collègues, quoi. Ça, c'est la phrase de base, quoi. Ouais. C'est le mec qui fait ça pour les collègues. Il dit, bah, de toute façon, je pouvais pas lâcher l'affaire, les collègues étaient là. Enfin. Et puis voilà. Et les mecs, et ça, il y en a plein, l'armée française, des histoires comme ça. Des héros, il y en a plein l'armée. Vraiment. Je trouve que c'est un peu, tu vois, peut-être pour ouvrir une parenthèse, c'est un peu le paradoxe parce que d'un côté, évidemment que c'est compliqué de partager ce genre d'histoire pour plein de raisons évidentes, tu vois, protéger les missions, protéger les équipes, mais de l'autre, je trouve que c'est aussi ça qui inspire, tu vois. Et tu disais que tu es contacté par plein de jeunes, j'imagine qu'ils sont plus inspirés par ça, sans vouloir dénigrer les campagnes de com de l'armée, que par une campagne de com officielle, tu vois, ou un spot publicitaire de 30 secondes bien monté, machin, où on voit tout le monde en uniforme bien propre. C'est des histoires comme ça qui, enfin, en tout cas, moi, personnellement, que je trouve incroyable, quoi. Et les gens vibrent pour ces histoires-là. Moi, le premier. Oui. Enfin, je veux dire, moi, je m'engage pas dans l'armée pour faire le 14 juillet, même si c'est un honneur de faire le 14 juillet, de faire le défilé, etc. Je m'engage pas pour, j'en sais rien, moi, pour faire sentinelle et pour patrouiller dans les gares en France, quoi. Moi, je m'engage pour la bagarre, pour la gloire, pour l'aventure. Enfin, c'est pour ça qu'on s'engage. Donc, mettre l'accent sur le fait qu'on fasse sentinelle, enfin, je pense pas que c'est une très bonne idée, quoi. Enfin, ou la sécurité de l'emploi, machin. Alors oui, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'on cherche, quoi. Je pense que les gens, ils seraient beaucoup plus heureux à avoir des bonnes missions un peu audacieuses avec des chefs un peu audacieux, un peu cortiqués, comme c'est beaucoup le cas, hein, mais sauf qu'on n'en parle pas trop, et voilà. Ils seraient beaucoup plus contents que d'avoir un petit job plan-plan derrière un ordi avec la sécurité de l'emploi. En tout cas, tu n'attires pas les mêmes personnes, je suppose. Non, mais selon, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord, mais il y a quand même un truc, quoi. Il y a quand même une fascination. Enfin, moi, les quelques conférences que j'ai pu faire là, malgré le Covid, à chaque fois, c'est ça, quoi. À chaque fois, les jeunes, ils me disent, moi, ce que je préfère, c'est les histoires que vous racontez. C'est les histoires là, de mecs qui se retrouvent tout seuls au fin fond de la pampa, c'est les histoires du groupe qui est obligé de manœuvrer face à l'ennemi, machin, etc. C'est ça qui les fait rêver, les gamins. Clairement, hein. Enfin, c'est ces histoires-là. Hein. Ah, Il y a un côté universel. En fait, je pense qu'il y a vraiment un côté universel à toutes ces histoires un peu guerrières. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les civilisations. Il y a des archétypes dans toutes les civilisations. Et l'archétype du héros, du guerrier, c'est quand même des trucs qu'on retrouve. On peut aller chez les Babyloniens à -5000 avant Jésus-Christ, chez les Mésopotamiens à -7000 avant Jésus-Christ. On retrouve ces histoires.
on retrouve l'histoire du héros, on retrouve c'est des trucs qui vont au-delà de la simple du monde contemporain qu'on connaît ou d'une période. Non, non, c'est des trucs qui sont vraiment plus grands Hmm. que nous et qui sont inscrits très profondément dans une espèce d'inconscient collectif. Euh, et vraiment, je le découvre ça. Je le découvre parce que à chaque fois, ça fait mouche. À chaque fois, ça. Même chez des gens qui sont loin de l'armée, hein. Même chez des gens qui Ah ouais? sont. Ouais, bien sûr, des gens qui sont pas du tout sensibles à l'armée, aux valeurs de l'armée, etc. Ces histoires-là, elles touchent. Elles touchent. Je sais pas ce qu'elles touchent, mais à chaque fois, on sent qu'on a l'attention des gens auxquels on parle. On sent vraiment qu'il y a un truc. Difficile à Wow. expliquer. Ouais. Non, mais intéressant en tout cas. Puis, comme tu dis, des histoires comme ça, ce qui est d'un côté, ce qui fascine, c'est que elles sont un peu secrètes, tu vois, que ce soit par humilité ou peu, secrètes ou peu connues, que ce soit par humilité ou par nécessité. Mais je trouve que, comme tu dis, c'est aussi ça qui attire, quoi, tu vois, qui fait Ah ouais, rêver. ouais. C'est faire partie de la fratrie, de la communauté, et encore plus chez les forces spéciales, je suppose, tu vois. Tu dois vraiment avoir, d'ailleurs, peut-être que tu peux nous le dire, une fois que tu as eu ce béret vert et que la vraie aventure en unité a commencé, comment ça s'est passé? Parce que Teddy, lui, nous parlait, il nous a partagé un peu son expérience, mais toi, quasiment 10 ans plus tard, je crois, ça ressemblait à quoi l'intégration? Bah, je crois que ça a beaucoup changé de ce que moi j'ai compris dans l'évolution des mentalités. Euh, Nous, globalement, quand on est arrivé, le message était clair. Ils avaient besoin de mecs avec qui ils allaient partir en mission. Ils avaient besoin d'opérateurs pour partir en mission. Donc, ils n'avaient pas. L'armée, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup d'usages. Et c'est vrai que moi, tous mes aînés m'ont toujours raconté. Alors, moi, ça m'est arrivé aussi un petit peu à la marge. Je me suis fait bahuter. On subit un petit peu les petits rites initiatiques. Enfin, pour certains, clairement, on les subit, hein, et il y en a qui sont toujours en œuvre, mais qui ont une vraie symbolique. Par exemple, chez les commandos marines, il y a ce qu'on appelle le tordage de badge. Alors, je ne sais pas d'où ça Ah, vient, Djibouti. mais voilà, c'est un truc où, à un moment, on nous tord le badge. euh, donc, c'est la petite insigne qu'on porte sur nos bérets. Et il y a toute une épreuve, une espèce de rite initiatique avant ça. euh, et donc, ça a lieu de tout temps. Donc, même les anciens que j'ai pu rencontrer, des commandos marines avec qui j'en discute, c'est pareil pour eux. Donc, ça, c'est des trucs qui traversent un peu les âges. Et puis, il y a d'autres trucs, comme les bahutages, pas forcément inutiles, mais où les gars, ils avaient. Ouais, je sais pas trop comment dire, mais il y avait peut-être moins la pression des missions. Ok. C'est-à-dire qu'il y avait moins l'aspect ok, on va partir en mission, toi et moi, on part en mission ensemble bientôt. Donc, moi, ton supérieur, j'ai intérêt à ce que toi, mon subordonné, on fonctionne bien, on a une bonne synergie et que ça marche bien. Ça, c'était peut-être. Avant, il y avait plus une histoire de hiérarchie avec il n'y a que les anciens qui partaient en mission et les jeunes ne partaient pas trop en mission, etc. Donc les jeunes se tapaient un peu plus les bahutages. Alors que là, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et puis il y a un gros turnover aussi, hein. Enfin, les gens changent beaucoup. Le métier, c'est assez éprouvant. Donc voilà, on fatigue assez vite. Donc on a beaucoup de gens qui partent finalement assez jeunes. Alors qu'avant, les mecs faisaient absolument toute leur carrière en commando. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus rare. Ça arrive bien sûr toujours. C'est un peu plus rare. Donc je pense qu'il y a aussi des mentalités qui ont changé par rapport à ça. Ok. Mais voilà, donc du coup, moi, l'arrivée s'est plutôt bien passée. Et puis, les premières projections ont eu lieu. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Après, c'est un milieu qui est particulier, les commandos marines. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est très technique. C'est un milieu de très technique et où il y a de très grands professionnels. Les commandos marines, par définition, c'est des mecs qui sont extrêmement assidus dans leur métier. Ils connaissent leur métier sur le bout des doigts. Je dis pas ça parce que j'en viens, mais vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai constaté. Les mecs, c'est des vrais pros, quoi. C'est-à-dire que quand on fait un truc, on le fait de A à Z. Et on le fait vraiment à fond. Et donc ça, c'est un truc que j'ai adoré. Il y a un degré de professionnalisme que je pense que je rencontrerai nulle part ailleurs. Voilà, le gars, il perçoit un nouvel équipement. Et bien, même si c'est pas son truc, mais il va se taper toute la notice, toute la nuit s'il le faut, pour bien comprendre comment il fonctionne. Il va tester l'équipement dans toutes les conditions possibles pour que le jour J, arrivé
enfin même si c'est 2 jours après, s'il doit mettre en œuvre l'équipement, pendant 2 jours, il a fait que tester son équipement. Il a passé jour et nuit pour être sûr de pouvoir le mettre en œuvre correctement et qu'il n'arrive pas en disant ah bah je crois qu'il n'y a plus de piles, ah bah tant pis, il n'y a plus de piles, bah quel dommage quoi. Ouais. Voilà. Typiquement, hein, ça, c'est Ouais. typiquement le genre de truc qui était insupportable quoi. Le mec avait plus de piles, il disait ah bah il n'y a plus de piles. Bah ouais, il y avait cette pile. Enfin, tu vas prendre pour ton grade, quoi, parce que c'est ton Ouais. problème à toi, c'est pas mon problème. En fait. Donc voilà. Donc ça, c'est des trucs, bon, ça a été des trucs, mais ça, c'était partout, tous les équipements qu'on avait. C'est-à-dire qu'il était hors de question d'avoir une nouvelle lunette et pas sur son flingue, et pas savoir s'en servir. Sachant on perçoit beaucoup de matériel en commando. Donc il y a toute une diversité, tout un panel de missions, plein de matériel différents. Et donc quand on arrive, on est un peu sous la vague avec tout l'apprentissage qu'on doit faire de tous les différents équipements, que ce soit des équipements numériques, hein, des viseurs spéciaux, etc., mais aussi des systèmes pyrotechniques, des mises en œuvre d'armes, d'explosifs, de trucs. On a plein de matos. Et donc pour être à jour de ça et ne pas se retrouver dès la première manip en difficulté parce que on t'a demandé de faire un montage pyrotechnique de nuit et que tu t'es remis les pinceaux, bon voilà, déjà ça part très mal, quoi. Mais Ouais. vraiment très mal, quoi. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre en fait. On a des cycles d'entraînement qui sont bien définis, on a des cycles de repos bien définis, des cycles de mission qui sont bien définis, et il faut qu'on soit à l'heure au bon moment. Si on n'est pas à l'heure pour la mission ne passe sous le nez. Et donc là, pour en revenir à l'arrivée en commando, il y a quand même une émulation entre commandos, donc entre individus, mais aussi entre groupes et entre commandos de manière générale. Donc d'où l'intérêt aussi d'être bien à l'heure au rendez-vous, quoi. Et donc voilà, donc il y a cette émulation. Et puis on est éprouvé, quoi, individuellement, on est éprouvé quand on rentre, même si on a fait le stage co, voilà, on cherche un petit peu à savoir à quoi on peut servir dans le groupe. C'est quoi notre intérêt d'être là Et donc, je trouve que la scène dans Zero Dark Thirty, quand il y a un gars qui arrive, il y a le nouveau, donc c'est ce film sur la neutralisation d'Osama Ben Laden par les Navy Seals américains. Il y a une scène au début où on voit le jeune Bleubeat qui arrive en unité et il doit faire une espèce de danse de striptease à tout son groupe qui est rassemblé devant lui. Ben, c'est un peu cet ordre-là, quoi. Quand Ok. on arrive, au début, on doit faire rire le patron, on doit faire des sketchs, en plus d'être bon sur le terrain. Donc, c'est un peu un ensemble. Et puis surtout, ça permet au groupe un peu de nous éprouver et de savoir, quand je disais à quoi on sert, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, où sont nos compétences? Dans quoi est-ce Ouais. que je suis vraiment bon? Et ça, c'est important quand on a un métier qui est aussi polymorphe que celui des commandos marines. C'est-à-dire qu'on fait vraiment de tout. On fait du contre-terrorisme maritime, de l'aérocordage, on peut faire du franchissement, donc de l'escalade, du combat en jungle, du combat dans le désert, de la patrouille motorisée, donc en véhicule. Enfin bref, il y a tout un panel de trucs. Sans compter tout le maritime, bien sûr, les infiltrations nautiques, etc., les palmes, le subaquatique. Donc du coup, où est-ce qu'on est bon? Dans quoi est-ce qu'on excelle? Ça permet aussi à la hiérarchie de se dire, OK, ce gars-là, il a plutôt ce profil-là. Voilà, moi, je vais plutôt le binommer avec telle autre personne qui va l'équilibrer, qui va faire une bonne synergie, un bon ensemble. Ou au contraire, je vais plutôt le mettre encore en formation ou parce qu'il a encore besoin de mûrissement, etc. Et ça, c'est un autre truc que je disais avec Teddy Palassi. Quand les gens me demandent ce qu'il faut faire en arrivant en commando, pour arriver en commando, je disais déjà, essayez d'acquérir une compétence dans le civil au moins. Pour plusieurs raisons. Premièrement, ça montre que vous avez de la discipline. Ça montre que vous êtes capable de vous engager pour quelque chose de A à Z. Mmh. Ça, c'est fondamental quand on veut acquérir une compétence. Et Dieu sait qu'il y a des compétences à acquérir en commando. Et ensuite, vous allez arriver avec une compétence qui, quelle qu'elle soit, vous servira d'une façon ou d'une autre. Et donc, on évoquait avec Teddy le gars qui passait son CAP boulangerie. On se dit, non, mais moi, je pars faire la guerre, je passe mon CAP boulangerie. Ben, quand on a son CAP boulangerie et qu'on est en base avancée avec zéro soutien, on n'a pas de cuistot, on n'a pas de commis, et ben, on se tourne vers ceux qui savent cuisiner pour cuisiner. Et Et ça oui. devient un peu
les champions de la marmite et ils marquent des points comme ça, quoi. Ouais. Enfin, voilà, chacun apporte son truc, apporte sa petite pierre à l'échiquier. Par exemple, nous, on avait un gars qui faisait de la photo. Et genre, donc il faisait de la photo parce que dans le cadre de son métier de commando marine, il s'était orienté vers le renseignement. Et donc, il faisait beaucoup de prises de vue. Parce que dans le renseignement, on fait beaucoup de prises de vue. On nous apprend à utiliser des appareils photo, etc. Et donc, lui, c'était devenu une passion. Et donc, il prenait des photos tout le temps. Donc, il nous a fait, on a pu faire à la fin de l'année un magnifique book avec des portfolios, des photos des gars et tout. Et c'était hyper sympa. Et ça, en termes de cohèse, c'était top. On était trop contents d'avoir ce gars-là qui fasse de la photo, alors que c'est pas du tout le truc qu'on pourrait attendre d'un commando marine ou d'un gars quand il rentre chez les commandos marines, quoi. Est-ce que c'est le fameux Largo? Non, c'est pas Largo. Ah, c'est pas Largo, ok. Non, c'est pas Largo. Mais Largo, typiquement, voilà, ça c'est une compétence qu'il a développée en commando et aujourd'hui qui lui sert vachement. Ouais. D'ailleurs, il a sorti un livre magnifique. Ouais, je l'ai. Très beau. Voilà, hyper beau. Il a un coup d'œil absolument génial. Et voilà, donc c'est plein de petits trucs comme ça. Donc acquérir une compétence, c'est un vrai truc, quoi. Et il y a un vrai enjeu derrière, à plusieurs niveaux, qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un super conseil, je trouve. En tout cas, qui rejoint clairement ce que disait Alex French SAS, tu sais, qui est un ancien du premier PIMA, je crois. Et j'avais vu une de ses vidéos où il expliquait que exactement ce que tu viens de dire, et que lui, la compétence, il donnait son exemple perso. Et j'aurais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que quand il l'a dit, ça faisait complètement sens. Lui, il faisait de la course d'orientation avant. Et il disait, bah voilà, en fait, la course d'orientation, c'était juste un énorme avantage en tant que force spéciale. C'est énorme. Ouais. C'est énorme parce qu'en infiltration, quand on a besoin d'un gars qui capte hyper vite par où il faut passer, qui capte très bien son environnement, c'est absolument génial. C'est hyper précieux. J'ai l'anecdote d'un gars par Fratellio. C'était un fils de paysan. La chasse, c'était sa vie. C'était un chasseur incroyable. Et ce gars-là, il suffisait, quelle que soit l'infiltration, il suffisait de le mettre en tête. Il trouvait toujours les meilleurs sentiers, les meilleurs chemins. Il sentait le terrain, en fait. C'est un gars, il avait vécu toute sa vie. Pour l'anecdote, une fois en Mali, je l'ai vu. On était en entraînement dans une campagne bretonne et il y a un des sangliers qui sont passés avec des petits marcassins. Et lui, il est parti, il a quitté le groupe 2 minutes. Il est revenu avec un marcassin dans les bras. C'est un gars, c'était sa deuxième nature. Ouais. Et ben ça, c'est un atout incroyable en fait pour un groupe. Lui, on le met en tête et il va sentir le terrain. Il va savoir exactement par où il faut passer. Enfin, c'est hyper précieux ces gars-là. Et donc voilà, quelle que soit la compétence, il ne faut pas la sous-estimer parce qu'on ne mesure pas l'intérêt que les gens peuvent avoir là-dedans. Mais c'est vrai dans le civil aussi. Enfin, je veux dire, même quand on a une compétence, une vraie compétence. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand je dis acquérir une compétence, c'est pas connaître 2-3 trucs. C'est pas connaître 2-3 ficelles dans un truc, quoi. C'est être vraiment compétent. Et c'est là où je reprends l'exemple du gars à qui on confie un nouveau matériel, une nouvelle jumelle optronique. Le gars, il comprend rien, il a même pas le bac. Et il va passer la nuit à lire le mode d'emploi pour s'imprégner, pour comprendre comment ça marche et pour savoir exactement quel est son usage. Il va le mettre en œuvre, il va se planter, et elle va tomber en panne, il va la réparer, etc. jusqu'à ce qu'il soit parfait, jusqu'à ce que l'utilisation soit idéale. Là, il a acquis une vraie compétence dans ce processus-là. Le mec qui acquiert la machine, qui a compris où était le bouton en off, qui dit OK, c'est bon, j'ai compris, il n'a pas acquis une compétence. Il a acquis un usage, il sait à peu près comment ça marche. Il n'est pas compétent dans ce qu'il fait. Et c'est ça vraiment qui différencie aussi, je trouve, certaines unités de d'autres. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, certaines unités d'autres. Vis-à-vis d'autres, ouais. Non, c'est très clair. C'est l'obsession que certains mecs ont. Ouais. Certains mecs sont vraiment obsédés par ce qu'ils font. Et moi, je me souviens, l'instructeur qui nous avait appris les explosifs, dès qu'on faisait cramer des mèches lentes, donc c'est des mèches de poudre pour déclencher les explosifs, dès qu'on les cramait, il sentait l'odeur. Il disait ça, c'est une odeur que j'adore.
Le mec, c'était son truc. Et il était devenu, voilà, c'était un artificier accompli. Les explosifs, c'était son truc, quoi. Et c'est ce qu'on recherche finalement. Parce qu'une bonne équipe, c'est ça en fait. C'est un ensemble de mecs qui ont des expériences différentes, qui ont des profils différents, qui ont des compétences différentes. Alors, puisqu'on parle d'équipe, quel parcours, toi, est-ce que tu as eu? Donc, bon, évidemment, une fois que tu as eu ton béret vert, d'ailleurs, tu as intégré lequel des commandos, par Moi, je suis en curiosité? Trépel. Trépel, ok. Est-ce que c'est toujours une tradition, j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse, Ouais. que les majors de promo rentrent à De Montfort? Et là, non. Non? Ok. Non, c'est Parce que une espèce j'ai de. lu ça dans le livre de Marius et du Ouais, coup, je l'avais jamais entendu ailleurs. Donc, s'il l'a dit, c'est que c'était probablement vrai quand lui, c'était son cas. Aujourd'hui, moi, j'ai vu le truc se faire complètement au hasard. Les ok, instructeurs se dire, bon, lui, je le sens plutôt là, lui, je le sens plutôt là, et ils distribuaient les trucs comme ça. ok. Du Donc, coup, t'as on pas se le choix retrouve en dans les fait commandos aujourd'hui. sans trop savoir pourquoi on a été mis Ouais. là. Bon, voilà. Du coup, moi, j'ai fait mon temps en tant qu'opérateur. Je suis arrivé donc second maître. Et après quelques années, je suis passé, j'ai fait cours officier. Et après mon cours officier, je suis retourné en commando et j'ai fait chef de groupe au commando Jaubert. Jaubert, ok. Voilà. Donc, c'est deux commandos d'assaut. Alors, après, moi, c'était c'était un choix qui était très confortable pour moi. Moi, c'est des commandos que j'aimais beaucoup. Et l'assaut, ça a toujours été mon truc. Moi, j'aime beaucoup ça, que ce soit l'assaut en mer, l'assaut à terre, enfin, tous ces trucs-là, moi, c'est des trucs qui me branchent bien. Et voilà. Donc, en plus, je suis plutôt. Ouais, j'aime bien les sports de contact. Donc, voilà. Donc, ça correspondait pas mal, je pense, à mon profil. Et je pense que oui, l'expérience a montré que j'étais plutôt à l'aise là-dedans. Mais j'en étais très content. Et c'est des commandos qui ont des. Alors, pour l'anecdote, c'est tous les commandos, donc les 4 commandos originels, on va dire, commando de Montfort, de Parfentegno, Trépel et Jaubert, avaient tous des spécificités, ainsi qu'Hubert, qui a gardé sa spécificité. Le commando Hubert, c'était action subaquatique. Donc ça, ils ont gardé cette spécificité-là. Et les 4 autres commandos, donc, avaient tous des spécificités pendant très longtemps. Et donc, ça a laissé des traces dans les commandos. Maintenant, D'accord. les savoir-faire sont à peu près horizontalisés, mais il demeure quand même des sensibilités dans les commandos. Donc, par exemple, un cas typique, c'était le commando de Montfort, où il prenait des énormes mules, des mecs énormes, des gorilles. Pourquoi? Parce qu'initialement, c'était un commando d'appui, donc il faisait tout ce qui était tir longue distance et mortier. Et les mortiers, il y avait des plaques de mortier qui pesaient 30 kg, qu'il fallait emporter en infiltration. Et donc, il fallait des profils relativement rustiques. Ouais. Ok. Et donc, ok. voilà. Aujourd'hui, on ne porte plus les plaques mortiers, mais c'est resté à Montfort, il y a toujours des physiques particuliers, quoi. C'est des gars C'est hyper. marrant. Ouais. De Pinfartenio, par exemple, originellement, c'est un commando qui fait que du renseignement. Donc, de la photo, du renseignement humain, etc. Et donc, les profils des gars, c'était un profil de triathlète. Donc des mecs plutôt fins, très endurants. Je Un sais, peu comme je sais Teddy, pas en fait. pourquoi. Comment? Ça se confirme un peu. Tu vois, je pense à Teddy, qui me disait je crois qu'il fait 1,75 m, pas Ouais. forcément un gros profil. Il était de Parfentegno, lui aussi. Ouais, voilà. Et donc, Ouais. enfin, je sais pas si la règle se vérifie à chaque fois, mais en tout cas, il y a une tendance générale. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore un peu le cas. Bon, alors, je sais pas si ça restera, mais voilà. Et Jobert et Trépel, c'était plutôt des mecs, des bagarreurs généralement. Ça a été, enfin moi en tout cas quand j'étais, c'était complètement le cas. Il y avait des bagarres très régulièrement quand on sortait. Et donc c'était presque une espèce de tradition de déclencher des bagarres. Enfin, bon, bref. Donc voilà, donc c'est un truc qui est resté assez longtemps. Ok. Super intéressant. Et du coup, en quoi est-ce que ton métier a changé une fois que tu es devenu chef de groupe? Qu'est-ce qui a été complètement différent pour toi? Ouais, c'est très différent dans la mesure où on a un petit groupe de mecs à gérer, qui va de 10 à enfin, ouais, 15 à parfois une trentaine sur le terrain, Ah oui. avec tous les supplétifs qui venaient s'ajouter. Donc ça pouvait être du traducteur,
du chien, enfin des choses comme ça. Et surtout, ça augmente le degré d'exigence. Pour moi, j'étais plus exigeant en tant que chef de groupe qu'en tant qu'opérateur. Ok. En tant Vis-à-vis de qu'opérateur, toi-même je ou suis juste vis-à-vis de tes hommes? exigeant vis-à-vis de moi-même. Quand on est responsable de mec, tout de suite, on est encore plus exigeant, moi, je trouve, envers soi-même, par mesure d'exemplarité. Ouais. Et ça, c'est un truc que, clairement, là, que j'ai aussi appris à la manière dure, mais j'ai vraiment appris le sens des responsabilités. C'est-à-dire le vrai sens des responsabilités. Pas le sens des responsabilités, la responsabilité légale, quoi. Je parle pas de ça. Je parle pas de. Rendre ta présentation à l'heure. Comment? Je parle pas de rendre ta présentation à l'heure ou de l'imprimer sur le bon format de papier, quoi. Ouais, c'est ça. Je parle pas d'être le référent parce que c'est le responsable. Non, je parle d'être vraiment responsable de ces mecs, responsable de la mission. Ça, vraiment, c'est un truc que j'ai appris. Alors, à la manière forte, hein, ça a été humiliant parfois lorsque j'ai failli, mais c'était une vraie leçon. Une vraie leçon, et surtout quand ça marchait. Quand ça marchait, c'était très gratifiant, même si le rôle du chef, c'est toujours un peu ingrat, parce que du coup, bon, voilà, on est parfois un peu isolé en tant que chef, mais c'est normal, hein, c'est le rôle du chef. Mais ça a été extrêmement édifiant pour moi, euh, mais même au-delà de mon boulot. C'est-à-dire que le fait de prendre la responsabilité de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui, même en tant que père de famille, est vraiment important à mes yeux aujourd'hui. Et ça c'est un poids qui est vraiment extrêmement lourd à porter, mais que je porte avec autant de plaisir que je sais que c'est des souffrances que j'ai choisies, en fait. C'est-à-dire que c'est des souffrances que j'embrasse pour une raison bien précise, que j'ai choisie. Et ça, c'est un truc que je trouve est difficile à expliquer, mais c'est dur, en fait, quand on est d'être responsable. Franchement, on a envie de tout sauf d'être responsable. On n'a pas envie de se lever le matin, d'avoir l'air exemplaire, de gérer la merde des autres, d'être toujours derrière les autres, de machin. Sauf qu'en fait, ça nous fait vraiment grandir, quoi. Prendre sa responsabilité, ça nous fait vraiment grandir parce que toutes ces souffrances qu'on endure, tous ces petits désagréments qui deviennent très grands plus on prend de responsabilité, en fait, ça donne vraiment un sens aux choses, quoi. Et ça, c'est un truc qui est hyper important à comprendre. Et là, pour le coup, on peut l'extrapoler à l'infini. On peut l'extrapoler dans toutes les conditions, que ce soit au boulot, dans nos relations intimes, dans nos relations conjugales, dans nos relations amicales. Vraiment, j'ai découvert ça. J'ai découvert que quand on prenait ses responsabilités, on donnait du sens à nos souffrances. Parce qu'en fait, ce monde n'est qu'un enchaînement de souffrances, qu'on le veuille ou non, en fait. Enfin, je veux dire, qui aime se lever le matin aux aurores pour aller travailler on aimerait bien faire ce qu'on veut finalement. On aimerait bien avoir une vie d'éternel enfant et faire ce qu'on veut, jouer avec les autres toute la journée, manger quand bon nous semble, que la table soit mise sans qu'on ait rien à faire et mettre les pieds sur la table. Qui ne veut pas clair. ça? Enfin, je veux dire, au fond de nous, c'est ce qu'on souhaite à chaque fois. Mais non, la table, elle n'est pas mise, il faut qu'on la mette. Non, la cuisine, elle n'est pas faite, il faut qu'on la fasse. Tout ça, c'est des petites souffrances, mais bout à bout, je trouve qu'elle donne vraiment un sens et je trouve que le piège, alors là, je vais faire une petite digression, mais je trouve qu'aujourd'hui, le piège qu'on nous offre, c'est de dire ne prenez pas de responsabilité. C'est la merde, les responsabilités. Il va vous arriver des trucs, c'est chiant, c'est nul. Faites pas ça. Ayez une petite vie tranquille, comme on disait tout à l'heure, fonctionnaire, tranquille toute votre vie, pas d'embêtement, calculez bien votre retraite, soyez tranquille, il vous arrivera rien. C'est un mensonge. Il vous arrivera toutes les souffrances du monde. C'est certain. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné parce que personne n'a de famille parfaite. Tout le monde a des problèmes de famille. Tout le monde a des problèmes avec sa femme, avec ses enfants. Plus ou moins grands, mais tout le monde en a, c'est inévitable. Et ça, de croire
qu'en fait, en ayant une petite vie pépère, on va s'épargner tout ça, c'est un mensonge. C'est pas vrai. Et je trouve que d'un côté, on a cette posture hyper passive qu'on nous suggère, où finalement, c'est le plaisir immédiat, on essaie d'avoir tout de suite, d'avoir un certain confort, le beurre, l'argent du beurre. Et d'un autre, moi, c'est ce qu'on m'a proposé en arrivant au commando. On m'a dit, voilà, tu prends toutes les responsabilités, mon gars, et ta vie, elle va avoir du sens. Et surtout, tu ne subiras plus tes souffrances, tu vas les choisir. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le révélateur de ces souffrances. Ça a été de dire, arrête de subir. Choisis tes souffrances. Choisis ton poison. Choisis-le, mon gars. Tu as intérêt à le choisir, parce que si tu ne le choisis pas, on va t'en filer un qui sera bien plus désagréable. C'est un beau message. En tout cas, je trouve que tu vois, ça fait complètement sens par rapport à ce que tu dis, le fait de choisir ses souffrances et ce que ça t'a apporté. Parce que, bah oui, tu vois, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. C'est évident qu'il va y avoir des imprévus, des choses plus compliquées à gérer que ce qu'on avait imaginé. Mais si on est allé se chercher un petit peu, se faire un peu mal et qu'on a appris à travers ces expériences, c'est exactement ce que tu dis. Bah, j'ai pas fait les commandos, mais c'est vrai que de tous les invités avec qui j'ai discuté, quel que soit leur profil, c'est un peu ça qui ressort à chaque fois. C'est que ces expériences, quand bien même elles sont difficiles et challengeantes, elles t'arment pour la suite. Il y a Et même donc, pas photo. c'est vraiment cette capacité à savoir quand aller se challenger en faisant le pari que de toute façon, à un moment donné, quelle que soit la situation, ça te servira. Et dans C'est tout ce que tu inévitable. racontais sur les C'est commandos, j'ai un peu inévitable. l'impression que c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que vous passez à travers l'entraînement, de ce que je comprends, il n'est jamais fini en fait. Donc le stage, c'est un peu l'introduction, enfin c'est l'avant-goût de l'entrée. Et une Ouais. fois que tu as fait ton stage, là c'est un entraînement pour la vie en fait. Ouais, Mais mais c'est l'objectif est exaltant. toujours le même, C'est tu vois, exaltant. être Parce prêt. qu'en fait, je choisis mes souffrances. Ouais. Je choisis mes souffrances, en fait. Quand je pars à la guerre, c'est quand même le paroxysme de ce symbole. La guerre, c'est la sueur qui épargne le sang. C'est l'adage qu'on a dans les armées. Entraînement difficile, guerre facile. C'est ça, en fait. Ouais. Je choisis mes souffrances maintenant pour ne pas les endurer après. Parce qu'après, je dominerai la situation dans laquelle on va me plonger. Si je cours tous les matins, si je souffre tous les matins à me lever, à me mettre en short et d'aller courir, aller m'exercer physiquement, le jour où sur le terrain, je devrais courir avec tout mon barda pour échapper à l'ennemi ou pour prendre l'ennemi à revers, j'y arriverai 10 fois mieux et l'effort sera tellement plus facile que si je ne courais jamais. Mm. Parce que le jour où on va me demander d'aller prendre l'ennemi à revers à toute vitesse et que moi je serai en surpoids, je cours jamais, j'aurai un cardio de poule, j'aurai pas de jambes, mais là ça va être une souffrance terrible puisque je vais pas y arriver, je vais faire échec et il y a peut-être des gens qui vont mourir à cause de moi. C'est ça que ça veut dire. Donc en fait, on peut pas aller au-delà de se dire si je rate, la souffrance ça va être telle qu'il y a des gens qui vont finir par y passer, quoi. Qu'il va falloir que je me présente à toute la famille des défunts en disant bah, je suis désolé, j'ai pas assuré à mon poste. Et en fait, c'est eux qui ont trinqué pour moi, quoi. C'est mes copains qui ont trinqué pour moi. C'est ça que ça veut dire, en fait. Et ça, c'est un truc qui est terrible. Et donc, alors, bon, c'est paroxystique, hein, ce truc-là. Mais dans nos vies, Ouais, mais c'est clairement le fait d'avoir, typiquement, de pouvoir avoir des plaisirs différés par rapport à des plaisirs, à résister à des plaisirs immédiats pour avoir des plaisirs différés, c'est quelque chose qui est énorme. C'est énorme. Le fait de pouvoir faire ça, en fait, je m'ouvre un panel de possibilités que celui qui ne peut succomber, qui succombe systématiquement au plaisir immédiat, en fait, lui, c'est un. Les stoïciens, ils diraient lui que c'est un esclave. Il est esclave de ses instincts, en fait, le mec. ouais. Le mec, il est enfermé. Il a l'impression d'être libre parce qu'il dit oui à toutes les premières sollicitations qui arrivent. C'est-à-dire qu'il va. Mais typiquement, c'est le genre de mec que tu vas retrouver dans une addiction à l'alcool, une addiction au porno, une addiction à la drogue à 30 ans. Hein. C'est inévitable. Inévitable dans la société d'aujourd'hui. Avec toutes les sollicitations qu'on a, c'est un calcul qui est simple à faire. Hein. Et ça, c'est un truc auquel on apprend à résister. Donc, du coup, on se dit, OK,
je m'entraîne aujourd'hui pour demain, pour un plus grand bien qui sera demain. En plus, pour le coup, dans les armées, c'est un bien qui nous dépasse, quoi. Ça a un vrai sens, quoi. Donc nos souffrances, elles ont vraiment un sens, quoi. Je souffre pour mes copains, pour pas laisser tomber mes copains le jour J. C'est ça le truc. Et ça, c'est hyper puissant. C'est une donnée qui est hyper puissante et qui a un moteur dont on n'imagine pas la puissance. Moi, par exemple, le fait d'avoir pris sa responsabilité. Mes responsabilités, je ne les ai pas prises du jour au lendemain. Je ne suis pas arrivé dans l'armée, on m'a dit, poum, hop, toi, dans 3 ans, tu es au stage commando, et boum, tu es vert, et voilà. Ça ne s'est pas du tout fait comme ça. Ça s'est fait petit à petit, jour après jour. Des échecs, des réussites, des échecs, des réussites, des réussites, des échecs, etc. Sauf que j'ai jamais rechigné, finalement. J'ai eu des échecs, mais j'y suis allé, quoi. Alors que la plupart des gens, comme on l'a dit, déjà, rien que l'idée de pouvoir envisager un échec, pour eux, c'est trop. La plupart des gens, quand ils conçoivent donc le challenge, comme tu en parlais tout à l'heure, ou admettons une compétition, non seulement ils mettent en forme les conditions de leur succès, donc si je cours ce marathon, ce semi-marathon en moins d'une 30, pour moi je suis content, machin, mais en même temps, ils mettent en œuvre les conditions de leur échec. Si je cours en plus d'une 30, là c'est pas bon, quoi. Ouais. Ça, il faut que je le dise à ma copine, il faut que je le dise à mes amis, etc. Il faut que je le dise sur Strava. Et donc, du coup, quand j'arrive à la fin de mon semi et que j'ai fait une 35, ah putain, ah là, c'est un coup énorme. Sauf que j'ai été au semi et je l'ai fait, même si je m'étais fixé des conditions. Et ça, c'est un truc qu'il y a peu de gens qui sont capables de faire. Et c'est d'ailleurs, je pense, le point commun de tous ces espèces d'entrepreneurs, de génies qui arrivent à la tête d'entreprises gigantesques, c'est que les mecs, ils n'ont jamais cessé d'essayer, même sur les échecs. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont eu des échecs toute leur vie, ils n'ont jamais arrêté. Ils n'ont jamais dit, OK, c'est un échec, j'arrête. Terminé. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que même les échecs, clairement, je me suis toujours mieux porté après une épreuve où j'ai fait échec qu'après une épreuve où j'ai pas osé me présenter. Là, je peux te dire, Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Justement, par rapport à ça, parce que je trouve que moi, c'est ça que je trouve super intéressant. C'est cette capacité, je crois que même je sais pas si c'est pas Richard Branson qui disait ça, que le succès, c'est réussir à perpétuellement se relancer après les échecs, tu vois, et que c'est ça la réussite. Ouais. Il y avait un adage comme ça, mais quand tu as démarré chef de groupe, tu me disais que tu es passé par des apprentissages parfois très difficiles, voire humiliants. Je serais curieux de savoir, encore une fois, avec ce que tu peux partager, si tu avais un exemple à nous donner pour que ça Oui, j'en ai résonne un un peu dont plus. dont je parle dans le livre. Euh, C'était sur un exercice. Et en fait, j'avais un jeune opérateur dans mon groupe. Et je l'ai mis en tête pour la dernière partie d'une infiltration. Et il s'est fait détecter sur la fin, donc sur la dernière partie de l'infiltration, là où on était au plus près de l'ennemi. Donc c'était un exercice. Donc en l'occurrence, bon, ça se passe comme ça se passe. Sauf qu'au débrief, tout le monde avait bien remarqué cet élément-là. Donc que mon groupe s'était fait détecter finalement quasiment avant le contact avec l'ennemi. Et donc en réel, et à juste titre, on aurait pu se faire, on aurait vraiment pu être dans une situation très défavorable. Donc du coup déjà, bon moi déjà je ruminais déjà mon échec. Et il y a eu un gros débriefing avec tout le monde, dont mes chefs qui étaient là, et moi j'étais là. Et est arrivé le moment où on débriefe cette partie de la mission. Et donc, moi, mon sang fait qu'un tour. On commence à dire, bon, les gars, vous êtes fait détecter juste avant l'entrée, donc ça, c'est 0. Parce que là, en vrai, vous êtes fait découper. Enfin, bref, voilà. Je le sais très bien, hein, j'en suis parfaitement conscient. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une espèce de ressentiment très fort. Parce que j'ai vraiment beaucoup de peine de m'être fait avoir, quoi. J'aime pas perdre. Je n'aime pas perdre. Et donc, il commence à dire ça. Et moi, je commence à dire, ouais, mais attendez. Moi, on m'a donné un opérateur hyper jeune que j'ai mis en œuvre pour l'exercice.
Il s'est fait détecter, mais les gars, il est jeune. Enfin, je veux dire, faut être indulgent, quoi. Il vient d'arriver, ça fait quelques semaines qu'il est là, il n'a pas encore tous les trucs. Voilà, il s'est fait un peu dépasser. Et là, ce que j'ai fait en disant ça, je me suis parfaitement défaussé de ma responsabilité. J'ai dit, c'est pas moi les gars, c'est lui. Et donc je l'ai dit. Et bon là, les instructeurs, ils ont redoublé d'invectives. Ils ont dit bon, ça va pas du tout, là, là. Et puis moi j'ai commencé à me défendre. Mon pacha m'a dit, enfin mon chef m'a dit, bon, tu te calmes, laisse tomber pour l'instant. Et je suis sorti de là. Et j'étais vraiment en colère. Et c'est mon second, enfin le second du commando où j'étais, qui est venu me voir, qui m'a dit écoute, ce que tu as fait là, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça en fait en vrai. Tu peux pas faire ça parce que tu es un groupe, mon gars, et que c'est toi le chef, et tu es responsable de tous tes mecs. Tu peux pas te défausser sur un mec, c'est impossible. Et en fait, ça m'a. Je pense que quelqu'un aurait pu arriver avec un coup de poing lancé depuis 10 mètres, il m'aurait moins sonné que ce que mon supérieur m'a dit à ce moment-là. Il m'a vraiment, j'étais. C'est tout bête, hein, pourtant. Enfin, ça paraît élémentaire là quand j'en parle, mais sur le coup, j'étais tellement passionné et tellement énervé d'avoir perdu que j'arrivais pas à voir que j'étais en train de me défausser. Et donc, il me dit ça, il me dit en fait, tu peux pas, c'est impossible. Et en plus, il me fait un petit clin d'œil à la fin en me disant, j'étais à ta place il y a quelques années et j'ai eu exactement la même réaction. Donc, et c'est lui-même, un gars qui était à la même place qu'il est là aujourd'hui, qui est venu voir le chef de groupe qu'il était pour lui dire, tu peux pas avoir cette réaction-là. Quand tu as un groupe, tu es responsable de tout le monde. Même du petit dernier, etc. Et en fait, c'était pour ma gueule, en fait. Sauf que c'était très difficile à admettre dans mon fort intérieur. J'ai trouvé ça très humiliant, mais c'était une vraie leçon, et pour le coup, ça m'a jamais quitté. Ça m'a jamais quitté, et j'ai plus jamais réagi comme ça, et j'ai bien compris. Parfois, on a besoin voilà, d'un coup de poing lancé depuis 10 mètres pour comprendre la réalité. Hein, c'est clair. J'ai compris là qu'en fait, c'était hors de question d'avoir ce genre de comportement, d'autant plus quand on est chef de groupe chez les commandos marines et qu'on va partir au combat avec ces mecs. C'était juste inacceptable. Et donc, pour moi, c'était une vraie leçon de vie. Et ça m'a servi hein, par la suite. Bon, l'expérience a fait que on a eu beaucoup de chance. Et puis, les missions qu'on a pu faire sont très bien passées. Et on est sorti vainqueur à chaque fois, tous en un morceau. Donc, c'était top. Et on était hyper excellent. Ouais, écoute, puisque tu viens de mentionner les missions, je regarde l'heure pour pas te prendre trop non plus de ton temps, mais est-ce que ça t'irait si on bascule, sans encore une fois rentrer dans les détails, hein, ça fait 36 fois que je le dis, mais pour que les gens comprennent bien qu'il y a un certain nombre de choses que tu peux pas partager, est-ce que ça t'irait si on enchaîne sur la partie vraiment opérationnelle mission? Donc si je me souviens bien, tu as fait 10 ans, enfin tu es encore, mais vraiment en opérationnel 10 ans. Qu'est-ce que tu retiens, toi? Est-ce qu'il y a une mission en particulier qui ressort, qui t'a marqué, que ce soit en positif ou en moins? Mais si tu devais retenir une seule de ces missions, si c'est possible, ce serait laquelle? Bah, moi, je retiens une mission qui partait sur un échec et qui s'est révélé être un vrai succès. Et donc, où j'ai pu mettre en œuvre, en rétrospective, hein, vraiment ce que l'armée m'a appris. C'est-à-dire que en rentrant dans l'armée, on apprend une discipline, on apprend un cadre très strict, mais qui a des vraies origines, hein, qui a des vraies traditions, il y a des vraies ascendances à l'armée qui expliquent pourquoi on a une hiérarchie, pourquoi on a un cadre et pourquoi c'est si rigide. Parce que du coup, ça m'a formaté, et ce formatage, j'ai pu vraiment l'intégrer à tel point que ça a permis de développer, de le rendre, d'en faire une seconde nature chez moi, et d'être, que ce soit tellement naturel que je puisse basculer de ce formatage très strict
à une forme de créativité qui, elle, fait partie de ma nature profonde. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. D'un côté, j'ai l'impression rester toi-même, en tout cas capitaliser sur tu vois, les forces qui faisaient partie de toi, mais le tout avec une sorte des automatismes, en fait, j'ai l'impression. C'est C'est-à-dire ça. que tu es venu mettre des automatismes au-dessus de forces que tu avais déjà véritablement en toi. C'est ça. En fait, moi, je suis quelqu'un de très, très créatif. Et du coup, quand je suis entré dans l'armée, j'ai dû mettre tout ça sous le boisseau, j'ai dû me contraindre vraiment beaucoup. Ça m'a beaucoup coûté de me contraindre. Mais une fois que j'ai bien pris en compte tout le fonctionnement militaire, tactique, c'est arrivé à un tel point de maturation dans mon développement professionnel que j'arrivais à le mettre en œuvre avec une certaine forme de créativité dont on a, je pense, besoin sur le terrain, puisque le terrain est un élément toujours très instable où il faut repenser son plan d'action en permanence. Donc du coup, on part sur une mission qui est une mission d'interception d'un groupe djihadiste au fin fond du Sahel, et on est en hélico. Donc c'est une mission que je raconte dans le livre. On n'a pas beaucoup d'informations sur le groupe qu'on va aborder. Donc je pose des questions à l'officier Rance et je lui demande qu'ils sont combien, est-ce qu'ils ont de l'armement. Alors, ils savent qu'ils sont au moins 4 ou 5 et qu'ils ont 2 véhicules. Voilà, moi c'est les infos qu'on me donne. Donc moi je fais mon petit calcul dans ma tête, je me projette un petit peu, on me donne une photo satellite de l'endroit où ils sont arrêtés pour faire un bivouac. Et ils sont en plein jour, sous les arbres, sous une espèce de doued. Et moi je me dis, bon, très bien, l'environnement, je m'imprègne de l'environnement que je vois par satellite. Les seules données qu'on a, on n'a pas de données topographiques, on n'a que des données satellites, donc c'est une image. Et donc je vois le dessin donc, de l'oued et à côté de l'oued un espèce de relief. Et donc je me dis, bon, le relief est pas mal, c'est intéressant, tactiquement parlant. Je vais peut-être essayer d'utiliser ce relief pour me cacher au début, poser des appuis, donc c'est-à-dire assurer des positions de tir et contourner le relief pendant que certains ont ces appuis-là, pendant que on est parti à 2 groupes. Donc l'autre groupe, qui était un groupe du CPA-10, l'autre groupe garde des appuis, nous on manœuvrera. Donc je me dis, bon voilà, le schéma relativement simple, on met ça au point avec les gars du groupe, avec mon chef Ops. Et puis la mission déclenche assez vite puisqu'ils sont en bivouac pour une durée indéterminée. Ça se trouve, ils allaient partir dans l'heure, on ne savait pas trop. Donc il fallait agir vite. Donc on agit vite, on s'équipe, on part dans l'hélico. Dans l'hélico, on entend les communications entre les différents hélicos, mais aussi avec la base arrière. Et on a surtout les communications avec les hélicoptères d'assaut qui sont sur l'avant du dispositif, qui vont reconnaître environ 5 à 10 minutes avant le poser la zone. Donc j'entends les mises à jour à la radio, donc je continue à briefer le groupe. À ce moment, dans l'hélico, donc on ne peut pas parler, parce que avec les radios sont trop proches, et on n'a pas d'intercom de bord pour parler entre nous. Moi, je peux parler avec les pilotes, mais je ne peux pas parler avec les gars. Donc, j'ai un petit panneau avec un Velleda, et je fais des petits dessins. Voilà. Je suis très fort. Et c'est un artiste. Voilà. Du coup, je fais des petits dessins pour mettre les gens à jour. J'écris des petits mots pour expliquer la situation. Bon, c'est des mises à jour relativement simples. Mais ça se précipite au fur et à mesure qu'on approche, puisqu'il y a un moment où les hélicoptères d'attaque arrivent au-dessus de la zone et ça déclenche des mouvements chez l'ennemi. Donc, soit l'ennemi se terre, se cache ou se met en défense ferme, soit l'ennemi fuit. Donc, du coup, on a plusieurs options. Là, il y a les 2 options qui étaient prises, donc ça crée une espèce de confusion. Donc là, les mises à jour vont très vite. Et là, je passe la tête en dehors de la cellule de l'hélico pour voir un petit peu ce qui se passe dehors. On est en plein jour. Et donc, je commence à voir la zone et je vois de la fumée qui sort de la zone et je vois le tigre qui commence à tirer sur la zone. Donc là, je me dis, bon, les mecs qui tirent sur le tigre, donc le tigre est en train de faire le ménage. Bon, en tout cas, les mecs en face, ils sont pas venus là pour vendre des tapis. C'est du sérieux. Donc voilà,
je mets tout le monde à jour, et puis voilà, je prépare mon équipement, et on y va. Donc, on tourne peut-être 1 minute au-dessus de la zone, le tigre t'y fait encore quelques tirs, les gazelles font des tirs avec leur tir d'élite, et ils nous posent. Sauf que, pendant la minute où j'étais en train de survoler la zone, je cherche mon relief. Je me dis, là je vois bien l'OED, je reconnais l'OED par rapport à la photo satellite, et mon relief, en fait je découvre qu'il est absent. La montagne a disparu. Il n'y a pas de montagne. Et en fait, ce qu'on a vu sur l'image satellite, c'était une ombre d'un relief. En fait, cette ombre, c'était une espèce de terre qui était un peu plus ocre à un endroit et qui donnait l'impression qu'il y avait un relief. En fait, il n'y avait pas de relief. Comme on n'avait pas de données topographiques, on n'avait pas la planimétrie, donc on ne savait pas ce que c'était. Donc on était parti juste au visuel. Et comme on était pressé par le temps, on n'avait pas le temps de faire plus. Et donc là, je me dis, ok, j'ai pas de relief. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, les pilotes, ils vont me poser exactement là où j'ai demandé. Donc, sur un point GPS. Sauf que mon point GPS était derrière mon relief. Donc, je passe de derrière mon relief au milieu d'un billard. C'est-à-dire sans la moindre protection. Et je réalise le truc alors qu'ils sont en train d'amorcer la descente. Donc là, plus le temps de bloquer la manip pour repartir, parce qu'il y a des groupes qui vont être... Le temps de passer les infos, il y a déjà des mecs qui vont être au sol. Donc là, il n'est plus question de briser le groupe en deux, donc le dispositif en deux. Donc il faut qu'on pose tous ou personne ne pose. Donc là, je vois le truc arriver, je dis ok, c'est parti. Là, c'est pour de vrai. Et le tigre continue à tirer pendant ce temps-là. Donc je suis en train de me dire, ils sont combien en fait? Donc là, toutes les infos fusent dans ma tête. Je me dis, ok, là, on est en train de poser sur un billard. Il y a encore les mecs qui sont encore dans l'oued. Ils sont en train de tirer sur le tigre. Donc, ils sont armés. Et ils sont nombreux parce que le tigre tire et il n'arrive pas à les réduire. Je me dis, là, je pense ça va être compliqué. Là. On sort de l'hélico. Je sors de l'hélico. L'hélico décolle derrière moi. Et dès qu'il a décollé, déluge de feu. On se fait tirer dessus à l'arme lourde, à la Kalachnikov. Et là, on se retrouve tous plaqués au sol, au milieu de ce billard. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là, là, on fait quoi? Enfin, on se dit pas on fait quoi, mais on se dit, mais qui nous a posé là, quoi? qui a monté cette manip? Donc là, on se dit, bon, bah, de toute façon, quitte à être cramé pour cramer, mourir en courant plutôt que. mourir glorieusement plutôt que enterré dans un trou. Donc là, on se relève. Moi, je donne les consignes et puis on commence à partir par petits groupes de 4 ou 5 et on fait des mouvements, des petits bonds en courant à travers le glacis, mais toujours sous le feu, quoi. Donc là, on manœuvre sous le feu. Là, c'est le truc école, quoi. On se fait tirer dessus et on court. Donc, pas le choix. Donc là, coup de chance, bon, ça tombe pas loin. Hein. Enfin, les tirs sont assez ajustés, donc on fait pas les malins non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de... On court vite, quoi. C'est-à-dire qu'on ne court pas... voilà. Vous étiez à quelle distance là de l'oued? À 200-300 mètres. Ah ouais. Pas beaucoup. Hein. Pour une arme, c'est coaché. Hein. Enfin, Ouais. c'est des portées qui sont... Voilà. Et donc, on continue à courir, on traverse le glacis, et là, on arrive aux abords de l'oued. Donc là, on commence à... Bon, ben, on a répliqué déjà, donc on commence à distinguer des mecs. Là, il y a un tir d'élite qui me donne des positions de mecs. Bon, bah... Moi, je donne toutes les consignes pour qu'ils en éliminent le plus possible avant qu'on bouge. Ça continue à tirer. Là, je vois l'adjoint de mon chef Ops. Je sens qu'il a détecté une autre situation parce que du coup, il y a eu des fuyards. Mais il y a des fuyards à 400 mètres qui se faisaient prendre en compte, mais qui se faisaient tirer dessus par des tirs de sommation. Et donc, ça a déclenché une deuxième situation un peu plus loin. Donc, mon adjoint a été pris par cette situation-là, enfin, l'adjoint de mon chef. Donc, je me dis, bon, ok, la situation là, les mecs sont complètement débordés. Donc, maintenant, c'est à nous de prendre la manip. Donc là, je me dis, soit on reste là et l'ennemi manœuvre, parce que clairement, il y a encore de l'ennemi. Les hélicos n'arriveront pas à tout réduire parce qu'il y a trop de couverture végétale. On attend là. Ah, ils n'étaient pas 4. Là, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est bon, là, ils sont, je sais pas combien ils sont, mais voilà. Et donc nous, on commence à manœuvrer. Je dis, bah, nous, on bouge, tant pis, on n'a pas le choix.
faut qu'on bouge, c'est inévitable. Et donc on bouge, donc là on dessoude les premiers mecs, on tombe sur des mecs dans des buissons, les tireurs d'élite font le travail au début, très vite on arrive sur des blessés, donc là on en croise 2-3 blessés, on arrive sur le camion, premier camion, donc on vérifie le camion, ok, le camion est clair. Et là, moi je dis à mon chef, on ne peut pas rester là, c'est trop dangereux, j'ai trop de masques végétaux trop proches de moi, l'ennemi, ça se trouve, il est juste derrière, je ne l'entends pas, mais il est juste derrière, donc je ne peux pas le laisser là. Donc il faut absolument que je prenne, que je fasse que je prenne de la place. Et donc du coup, je continue la manœuvre, donc on continue. Là, à ce moment-là, les gars du CPA10 étaient encore engagés sur une situation, donc en fait, il y avait des mecs un peu partout. Et les tirs, c'était là, depuis qu'on avait engagé l'OED, les tirs étaient maintenant à l'extérieur de l'OED. Donc nous, on était dans l'OED, donc on n'avait plus trop de tirs. Donc ça, je comprendrai après pourquoi. On continue à avancer. Là, on se fait engager à très courte portée, vraiment à très courte portée, par des mecs derrière un buisson. Donc là, on réplique. Les mecs continuent à tirer. On réplique, les mecs continuent à tirer. Je dis non, mais c'est pas possible. Les mecs, ils sont en titane. Enfin, c'est... Et donc là, je dis au tigre, bon, bah, le tigre, pendant que je tire, comme ils sont vraiment très très bons, on a été sur les équipages étaient vraiment incroyables. Ils ont dit, ok, je vois les mecs, je suis en mesure de tirer. Sauf que les mecs étaient à 15 mètres de nous. Le tigre, normalement, la distance minimale d'engagement, c'est 70 mètres. Pourquoi? Parce que c'est des obus de 30 mm qui tirent. Un obus de 30 mm, j'en ai pas là, mais il faut s'imaginer un marqueur, en fait, un marqueur de tableau Velleda. Voilà, ça ressemble à ça, à peu près, un obus. Donc, c'est des gros trucs. Et ça fait des éclats qui sont mortels jusqu'à 70 mètres. Sauf que là, moi, je suis coincé avec deux mecs. Bon, je ne savais pas qu'il y avait deux mecs, mais bref, il y avait deux mecs derrière une espèce de petit talus au milieu d'un bosquet très dense. Et ils nous arrosaient. Ils avaient l'air de savoir où est-ce qu'on était, alors que nous, on ne voyait pas. Bon, nous, on était plaqués au sol, planqués dans les trucs. Je ne sais pas comment on s'en est sorti d'ailleurs, mais voilà. Et le tigre me dit, écoute, je suis vertical là. Normalement, ça le fait. Et donc, je lui dis, ok, écoute, vas-y, feu, parce que là, les mecs, ils n'arrêtent pas. Donc là, j'ai juste le temps de dire aux gars, planquez-vous. Le tir tombe. Donc, un gros nuage de poussière. On se dit, ok, c'est bon. Là, les mecs sont morts. Mais on ne se fie pas au truc. On se dit, bon, on tente. Moi, j'envoie une petite grenade. Ça va sur le coup. Et puis, on y va. Et puis, on monte dessus. Et là, on se rend compte qu'effectivement, les mecs étaient bon, là, ils étaient morts. Mais voilà, les mecs, ils avaient résisté jusqu'au bout. Et ils avaient tous les armes à la main. Donc, voilà. On se dit, là, on a échappé belle. Puis on continue à avancer, on tombe sur un autre mec planqué derrière un buisson qui nous attendait d'ailleurs par le mauvais côté. Donc du coup, on l'a contourné et on est tombé sur son dos. Donc voilà, nickel. Et on continue comme ça, on en a chopé encore un autre juste après. Mais c'était toujours des confrontations très très proches. Avec des gars, à un moment on arrive sous un buisson et on tombe sur 5 mecs sous le buisson. Alors, on a réussi à les faire prisonniers, les 5. Mais c'était in extremis, quoi. Enfin, les 5, à chaque moment, on ne savait pas s'il y en a un qui allait dégainer quelque chose ou pas. C'était vraiment très, très tendu. Et donc, c'était un niveau de tension extrêmement fort. Et voilà, donc ça, c'était une mission qui était hyper éprouvante. Moralement, enfin, pas moralement, mais nerveusement. C'était très éprouvant parce que c'était vraiment de la très courte distance. Et les hélicos ne pouvaient pas nous aider parce qu'ils avaient du mal à voir. Enfin, c'était des circonstances. Enfin, je ne vais pas détailler, mais c'était des circonstances qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas très bien voir. Et donc, du coup, on a. Voilà, et finalement, au final, les 4 ou 5, on fera le compte à la fin entre les prisonniers et les mecs décédés. On verra que finalement, il n'y en avait pas 4 ou 5, mais il y en avait 22 mecs. Ah ouais. Et donc, c'était un peu le sketch, quoi. Ils étaient tous armés. Enfin, bref, c'était un truc. Bon, bref. Mais on était hyper fiers de notre opération et c'était une très belle opération. Et puis voilà, donc, et on est rentré sur base et on a bien fêté ça. C'était très sympa. Voilà. Et une mission, typiquement cette mission, à partir du moment où tu montes dans l'hélico jusqu'au retour à la base, ça a duré combien de temps? Attends, je réfléchis. Ça a dû durer une vingtaine d'heures. Ah ouais, quand même. Ok. Parce qu'en fait, il y a Ok. le temps de... Il y a le trajet, ouais.
l'arrivée sur zone, la gestion de la zone. Ensuite, ensuite il faut, bon, c'est la partie un peu glauque, mais il faut rassembler les cadavres. Faut les prendre en photo avec le matériel, faut faire la sépulture, faut comptabiliser les prisonniers, faut identifier les prisonniers, et ensuite faut mettre à feu, faut rassembler toutes les munitions, tous les flingues. On les met dans les pick-up, on met à feu on fixe les explosifs sur les pick-up qu'on met à feu. Ensuite, les hélicoptères doivent, pendant ce temps-là, aller faire les pleins, faire des rotations à droite à gauche. Ensuite, il y a toujours un hélicoptère ou deux sur la zone pour nous protéger, ou un drone ou deux pour nous protéger. Et ensuite, les hélicoptères reviennent nous chercher. Et ensuite, il y a le trajet retour. Donc, ouais, le temps de faire tout ça. D'accord. Les zones sont assez. En fait, c'est des zones qui sont hyper éclatées. Donc, du coup, on a navigué centaines de mètres pendant la mission. Et donc, on courait. Enfin, à la fin, on courait pas, mais on devait marcher à chaque fois, aller chercher le mec mort là-bas, le mec prisonnier à l'autre bout, le rassembler avec les autres prisonniers, machin, là. Enfin, c'est un peu la galère, quoi. Mais ouais, une vingtaine d'heures. Et le temps de. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça, mais comme tu parlais d'intensité, en fait, la question que j'avais en tête, c'était plus vraiment par rapport au temps d'action. Anthony, à peu près 45 minutes, je pense. 45 minutes, une heure. Ah ouais, punaise. Chaque minute déroulait vraiment. Une minute, c'était une heure, quoi. Ouais. L'impression que c'était interminable. C'est super intéressant parce que tu vois. Toutes les quelques missions qu'on a eues comme ça où c'était vraiment violent, à chaque fois il y a ce phénomène de ralenti. Et en fait, je crois que c'est un vrai phénomène physiologique. En fait, on a la capacité, nos sens ont une capacité d'enregistrement qui est relativement limitée. Par exemple, la vue, notre vue est dans toutes les espèces animales, on a la vue la plus sophistiquée, la plus développée qui soit. C'est-à-dire qu'on a une vue, on est capable de voir très près, donc on est presque capable de voir le bout de son nez, et on peut voir jusqu'à peut-être 1 km, 2 km, peut-être même 3 km. Voilà. Donc on peut voir des trucs hyper loin. Donc on a cette capacité. Et on a une capacité de focale. On peut faire le point très vite sur ce qu'on a besoin de voir. Mais on a aussi une capacité, jusqu'à 170 degrés à peu près, de vision avec une résolution moins forte, mais une vision périphérique surtout sur le mouvement. Tous les mouvements qu'il y a sur 170 degrés, on va les détecter systématiquement. D'ailleurs, dans le monde animal, ça se voit vachement. Hein. Les proies, quand elles ont peur, elles figent. Parce que vous pensez par exemple à une biche. Une biche, quand elle est effrayée, elle fige. Parce que du coup, d'une part, elle met en œuvre ses senseurs pour comprendre ce qui se passe, mais d'autre part, elle se fige pour s'effacer par rapport aux prédateurs, comme nous, qui se basent sur le mouvement pour détecter. Donc du coup, on a une capacité de résolution qui est assez faible au niveau des yeux, au niveau de la résolution. On a une bonne vue, mais on a une vue qui est très limitée. Elle est limitée sur un tout petit disque face à nous, et notre résolution va se faire point par point en permanence. Elle bouge en permanence. Dès qu'on voit un objet, on fait la mise au point en permanence sur tous les points de l'objet. Sauf que quand on a ces moments de tension qui grandissent, ils ont fait l'expérience notamment sur une expérience, drôle d'expérience d'ailleurs, sur des gens qui font du saut en comment on appelle ça, saut élastique. Voilà. Ils ont fait l'expérience sur des gens qui font saut élastique. Et en fait, ils ont donné aux gens un espèce de boîtier dans lequel il y a des chiffres qui défilaient. Et donc, il y a des gens qui étaient en salle qui devaient, pendant 5 secondes, enregistrer tous les chiffres qui défilaient sur le boîtier, et d'autres qui devaient faire ça, mais pendant un saut élastique. Et en fait, il se trouve que pendant le saut élastique, il y a une poussée d'endorphines et d'hormones, notamment d'adrénaline, qui augmente la capacité, donc l'acuité visuelle et les capacités cognitives, la capacité de la mémoire, etc. C'est pour ça qu'on a ces souvenirs, dans ces moments-là, qui se figent. Parce qu'en fait, on a un processus bien plus puissant que notre processus du quotidien qui se met en place et qui nous permet
donc de voir plus, d'enregistrer plus. C'est pour ça qu'en fait, quand on est dans ces moments-là de stress, c'est pour ça qu'une minute paraît une heure. Ouais. Et c'est pour ça que généralement, après des moments comme ça, on a des petites hypoglycémies parce que le corps a consommé énormément de réserves, parce qu'il s'est mis dans un état de travail, de surentraînement, on va dire. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais de surchauffe, où il a consommé beaucoup plus. Et donc, on n'est pas dans cet état en permanence parce que justement, si on était dans cet état en permanence, on devrait avoir des réserves de sucre énormes. Donc, on serait énorme si on devait avoir cet état d'acuité et de mémoire permanent. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'une minute passe pour une heure dans ce moment-là. Pour une heure, ouais. Super intéressant. Ça me fait penser, tu as utilisé l'analogie avec la contre-analogie du coup avec la Formule 1 plutôt, mais je crois que les pilotes de Formule 1, de mémoire, perdent plusieurs kilos par course. Tu vois, ça me fait un peu penser à ce que tu dis par rapport à l'intensité. Du coup, j'imagine que les missions comme ça, vous les enchaînez pas vraiment. C'est compliqué ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Ah en oui. fait, c'est une question de. C'est la baraka. Hein. C'est-à-dire que si on est au bon endroit, au bon moment, on enchaîne. Hein. Enfin, ça peut. Ouais, moi, ça m'est arrivé de faire ce genre de mission et partir 24 heures après, quoi. Repartir dans la foulée sur une autre manip. Mais coup de chance, quoi. Enfin, et puis, pareil, de faire un mois sans rien faire, attendre avant d'avoir mission, quoi. Donc, c'est D'où l'importance toujours. d'être prêt tout le temps, quoi. Ouais, par contre, c'est un contrat. Hein. Quand on est en Mhm. mission, on est prêt à partir à tout moment. Donc, voilà. Ça, c'est un peu c'est un peu le gage du truc, quoi. Le deal. Le deal. Waouh. Ok. Bah écoute, Louis, on arrive 1h54, à la fin. on avait dit qu'on ferait pas 2 heures. Hein. On n'a pas Mais au fait 2 final, heures, on est tu pas vois, mal. Pas mal. on y est presque. En tout cas, ouais, bah, je voulais te remercier une fois de plus infiniment pour ton temps, tout ce que tu as bien voulu partager avec nous. Je suis sûr que ce podcast sera super intéressant pour nos auditeurs, qu'ils soient du monde de l'armée ou pas, parce que on n'a pas tant parlé que ça de bagarre, de ce genre de choses. C'était c'était super intéressant. Moi, j'ai trouvé sur tous tes apprentissages, ton approche en tant que chef, et comment est-ce que tu t'es vu grandir à travers tes expériences à l'armée. Donc, encore une fois, un grand, grand merci. Je mettrai le lien pour ton livre, puisque tu l'as évoqué plusieurs fois. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Je l'ai pas lu en avance exprès pour me préserver un peu, pour garder un peu de surprise quand j'allais échanger avec toi. Mais tu as Super. sorti il y a quoi? Il y a 6 mois peut-être, chef de guerre? Il est sorti fin février. Fin février, donc c'est tout récent encore. Chef de Ouais, ça fait guerre, 4 mois, quoi. 4 mois après. ouais, où tu racontes, pour le coup, là, tu rentres vachement plus dans le détail sur Ouais. des opérations. Ouais. Alors, t'expliquer notamment, j'avais vu ton intervention sur le QG, que pour brouiller un peu les pistes, les références dans le temps et les lieux Alors, correspondent je, pas à la je, réalité. Ça? je ne brouille pas les pistes, je blanchis simplement Ouais, certaines données parce que si je donnais les éléments, en fait, ça causerait beaucoup de mal, je pense, aux armées et ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste simplement raconter des histoires qui sont des histoires vraies pour le coup, qui sont des trucs véritables. Mais voilà, je suis obligé d'enlever l'espace-temps pour ouais, pouvoir me libérer comment dire, pour ne pas être assujetti à des problèmes de diffusion de secrets militaires. ouais. Voilà. Ok. Donc on ne saura pas où et quand dans le livre, même si ceux qui savent, voilà, l'adage du milieu. Mais en tout cas, mais ça me permet aussi d'aller plus loin dans le récit. Ouais, Parce que si j'avais donné tous les détails de qui, quand, quoi, où, en fait, je serais obligé de survoler certains détails pour des questions de jurisprudence, pour des questions légales, alors que là, je peux aller assez loin dans le récit, dire certaines choses que d'ailleurs même certains journalistes qui m'ont interviewé, qui connaissaient certaines situations, ou tout du moins qui pensaient les connaître, ont découvert certains éléments supplémentaires que j'apportais grâce au récit. Donc voilà, donc c'est des trucs qui sont, on va dire, c'est une tactique, c'est une stratégie que j'ai adoptée, ouais. mais c'est pour le bien du lecteur et le bien de l'histoire. Génial. Excellent. Bah, écoute, je mettrai le lien vers tout ça. Encore une fois, un grand merci pour ton temps, ta dispo et ton authenticité. C'était super agréable comme échange. Et Merci je de te m'avoir souhaite. reçu. Moi, je suis toujours très flatté quand je suis reçu. Non, mais c'est vrai, hein, quand je suis reçu par des podcasts où je vois qu'il n'y a que des
espèces de dingues, de sportifs de haut niveau, des mecs qui font des expéditions. Moi, j'ai pas l'impression d'être un de ces gars-là, quoi. Vraiment, moi, je suis flatté du coup hein, de pouvoir parler dans des émissions qui accueillent ces gens-là. Je suis vraiment très flatté. Je te remercie. Bah écoute, merci à toi. En tout cas, tu vois, tu nous offres pour la fin une belle leçon d'humilité. Donc, moi, c'est ce que je retiendrai de tout ton échange. Teddy nous en avait un petit peu parlé, tu vois, cette notion de nonchalance, d'humilité des commandos. Et je trouve que tu l'as bien incarné ce soir. Donc, encore une fois, un grand merci, Louis. Et je te dis bah, à une prochaine. Super. Merci Loïc.